Bonsoir. Enfin, je dis bonsoir, mais bonjour. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette émission. C'est un presque live, c'est-à-dire qu'on l'enregistre en live, un peu comme on avait fait avec Jude la dernière fois, mais vous ne le regardez pas en live. Aujourd'hui, on a un invité spécial, un membre Patreon de la Bande des Sauvages qui s'appelle Julien. Alors, salut Julien et salut Jude. Salut à Salut. vous. Petite émission spécial avec un thème un peu particulier qui est la résilience face à la maladie. Je pense que ça va être le thème principal, mais qu'on va sûrement en dévier et parler de différentes résiliences. Mais en tout cas, le fil rouge, ça va être la résilience face à la maladie. Julien, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qui es-tu? Merveille. Qui je suis? Je m'appelle Julien. J'ai 35 ans. J'ai une petite page Insta sur laquelle je vous suis qui s'appelle Un œil prévoyant. Je suis marié. J'ai 2 petites filles, donc je suis un papa aussi. Que dire de plus avant d'attaquer dans le sujet un peu lourd de la soirée? Je suis de Tu base travailles? jardinier. Je Ouais. travaille. Enfin, je suis en arrêt de travail, donc voilà, pour le moment, mais j'ai un travail de base qui est jardinier paysagiste. Que je fais en tant qu'indépendant à hauteur de 20% de temps depuis la naissance de mes filles, qui ont, je ne l'ai pas précisé, 2 ans et demi et 5 ans. Elles sont encore assez Ok. petites. Euh, et à côté de ça, ma principale activité professionnelle à l'heure actuelle, c'est dans l'épuration des eaux. Un virage que j'ai pris tout récemment pour me rapprocher d'un boulot qui avait un petit peu du sens pour moi et qui touche aussi à tout, ce qui était un truc que je cherchais de changer un petit peu de trucs, où je fais un peu plus de mécanique, un peu plus de plomberie, d'électricité, enfin, vraiment un truc avec un panel relativement large dans l'activité et hyper libre au niveau des horaires et tout ça, ce qui était assez important pour moi, pour ma vie de famille. Cette activité, Très je la bon fais choix. dans... Ouais. Et cette activité, je la fais dans le village où j'habite, donc un petit village au port de Lausanne. Donc je suis suisse. Je suis né dans ce village, j'ai grandi, j'ai travaillé en tant qu'employé communal pendant 10 ans avant de partir là dans les eaux usées, donc très attaché à mes racines. Ça a son importance, on y C'est un viendra. endroit où tu as grandi? J'ai grandi dans ce village, ouais. Ok. Ouais, j'ai toujours habité là-bas. C'est un petit bled. Quand j'y suis né, on était 300 habitants. Maintenant, on avoisine les 1000. Mais on parlera aussi du lien social et de la relation aux autres. Je pense que ça viendra un peu plus tard. Mais quelque chose de très Ouais. important pour moi depuis toujours. Je suis très actif dans ce village, dans les sociétés locales, dans les choses comme ça. Donc, pour compléter ça, on a fait le choix avec ma femme de rester dans ce village où j'ai été depuis le début. Elle est venue vivre, elle habitait 2 villages plus loin, donc c'est pas un grand déménagement non plus. Ok. Mais elle est venue sur mon territoire, on va dire ça comme ça, et on a fondé notre famille là. Que dire de plus? Je vis en appartement, c'est aussi un truc Oui. assez particulier dans la démarche. Mais pour répondre à ça, et puis on en parlera un peu plus tard aussi, j'imagine, vu que je fais court, dites si je suis trop long, j'ai monté une association avec des amis du village, ma femme, qui a pour but de proposer des jardins en permaculture aux habitants du village. On a Excellent. fait toute une démarche, on a 1800 mètres carrés de terrain, on a récupéré un vieux bout de terrain de foot, et ce qui nous permet de cultiver un petit peu. Alors, c'est pas dans un but de devenir autonome aux légumes, mais de créer du lien autour des activités avec la nature. Mhm. Milieu dont mon métier, vous pensez bien, me passionne. Je suis vraiment à fond dans tout ce qui est agroécologie, permaculture, jardin en forêt. Et puis plus largement, je suis hyper intéressé par tout ce qui touche à notre démarche. Alors, je pense qu'on a partagé un peu tout, que ce soit la Mhm. forge, les outils anciens, le travail du bois, l'abattage, des choses comme ça. Et puis, Et dernier point, pardon, excuse-moi. non, je voulais dire cette sensibilité à la démarche et puis depuis quand en fait tu es un petit peu dans ce délire, tu vois? C'est quelque chose de Alors, récent ou ça fait plusieurs années déjà? ça fait plusieurs années. Donc, ma grande fille est de 2019. Et puis, une année avant, je suis un petit peu tombé dans le chaudron je sais pas comment appeler la démarche, le survivalisme, l'autonomie, enfin, chacun mettra le mot qu'il veut Mhm. là-dessus. Euh, D'abord, je suis arrivé par une envie de retrouver ce qui était cher à moi, c'est-à-dire la nature.
par le bushcraft, par des choses comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, arrivé un petit peu ces marches pour le climat en 2018, avec pas mal de réflexions aussi face à mon métier. Je veux dire, jardinier paysagiste, je l'avais fait parce que j'étais amoureux de la nature. Au final, ça traitait beaucoup dans le privé. C'était plutôt de l'entretien de green. Non, j'ai jamais fait de green de golf. L'envie de mes clients, c'était généralement plus d'avoir des trucs. De détruire la nature plutôt que d'avoir des déserts verts que d'avoir un truc. Et puis, pas mal de questionnements autour de ça. Je suis tombé aussi sur tout le courant collapsologie, Servigne et consorts, le low-tech de Philippe Biwix. Enfin, plein de choses sont arrivées autour de 2018-2020. Et deux grands accélérateurs. Le fait que mon père décède d'un cancer à l'âge de 59 ans, qui a été une grande remise en question pour moi, et l'arrivée de ma fille 8 mois après. Toute cette espèce de mix de sensations positives et puis de grands questionnements peut-être qu'on traverse un peu tous au moment de l'arrivée d'un enfant. La dernière étape qui arrive avec, quoi. Exactement, ouais. Et puis la dernière chose, j'en ai un petit peu parlé en off avant, mais j'ai fait pas mal de petits points pendant quelques années, et puis je me suis mis en 2022, je regarde mes notes, j'ai quand même pris quelques notes, hein, pas dire trop de conneries. En 2022, je me suis mis à la lutte libre. Je préférais les sports de préhension que les sports de frappe. Et puis tout récemment, je me suis mis au jiu-jitsu brésilien. Je suis un fan, j'aime pas trop le terme fan, mais j'aime bien le monde du MMA. C'est un truc qui m'attire bien. Et c'est pour ça que Doucet a parlé de résilience face à la maladie il y a quelques mois, en septembre dernier pour être exact, à l'âge de 35 ans, un peu plus, on m'a diagnostiqué un cancer du côlon. Et c'est donc pour ça qu'on est là ce soir, donc causer. C'est une proposition qui vient de ma part, donc je vous en remercie de m'avoir accepté sur votre chaîne. Et voilà. Écoute, alors, premièrement, c'est vrai que c'est une proposition qui vient de ta part, mais ça nous a fait très plaisir parce que je pense que c'est un axe qui est primordial dans nos démarches et que moi, ça me semble très difficile d'en parler, mais comme pour tous les autres sujets, tant que j'y ai pas été confronté. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a peu de poids de parler de choses que tu ne maîtrises pas ou que tu n'as jamais expérimenté. Ouais. Alors, aussi préciser que je ne suis ni oncologue, ni médecin, ni nutritionniste, ni rien du tout. Chaque cancer est différent, chaque chimiotraitement est différent. Donc, ce que je vais dire ce soir, ça concerne mon ressenti personnel et bien à moi l'envie de donner des conseils, mais de plutôt sensibiliser au sujet. Et puis, en réflexion, j'ai l'impression que dans notre milieu, c'est une question qui est relativement peu réfléchie. Ah bah ouais, c'est clair. Et en fait, c'est un petit peu ce que j'avais pris comme note en disant, c'est qu'en général, on aime bien parler de blackout, de rupture d'approvisionnement, de choses comme ça, de guerre civile, tout ça, mais soyons relativement francs avec nous-mêmes. Il y a passablement plus de chances de se faire diagnostiquer, soit nous, soit un de nos proches, hein, c'est aussi un truc important, qu'une troisième guerre mondiale. Ouais, même beaucoup plus, ouais. Je sais pas ce que ça donne en termes de probabilité, mais je pense que... Ouais, c'est des sujets moins sexy et moins vendeurs. mais voilà, comme tu dis, c'est beaucoup plus des trucs qui peuvent nous toucher au quotidien. Et c'est vrai que c'est des trucs on doit... Des gens comme nous, on y a tous un peu pensé. Mais voilà, c'est dur de creuser, comme disait De Serra avant, de creuser comme ça... le sujet quand tu n'es pas confronté. Et pour ça, on voulait déjà te remercier pour ta confiance. Avec plaisir. Que tu nous as témoigné en nous proposant de partager ça avec nous et puis ton courage aussi. Parce que c'est pas donné à tout le monde déjà d'affronter le truc. Puis après, en plus, d'en parler ouvertement avec d'autres gens. Franchement, chapeau et merci au nom de la communauté des Papas Sauvages. Avec grand plaisir. Je te remercie. Avec grand plaisir. Enfin, vous me remercierez à la fin de l'interview. Hein, parce que... Ouais, mais déjà, on va être déçu. Hein. Peut-être qu'on va être déçu. Peut-être que voilà, mais non. On va faire ça dans la joie et la bonne humeur la plus complète. Compte sur nous. Cool.
Avant qu'on parte là-dessus, j'avais juste une question par rapport à ta présentation. Donc tu parlais d'amour pour la nature, pour le jardinage, et cetera. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvés en appartement? Alors moi, j'ai grandi en appartement dans ce petit OK. village qui est entouré de forêts. Et en fait, dans la région lausannoise, au moment où on a voulu fonder une famille avec mon épouse, on s'est bien sûr essayé de se chercher un petit pied à terre enfin voilà, moi c'était exclu d'acheter une maison avec 60 mètres carrés de gazon et puis des palissades pour pas voir tes voisins. Ce qui est maintenant chez nous la majorité des habitations. Et c'est hyper hors de prix de notre secteur. Donc ça a été une des raisons, ça a été ça. OK. La deuxième, ça a été le lien. C'était le lien. Ma maman habite à 2 minutes à pied de chez moi. Mes beaux-parents à 7 minutes en voiture. Donc, il y avait tout ce lien familial autour de nous qui était hyper important pour nous. OK. De temps normal, déjà, c'était hyper Et important. Et là, une maison vous aura obligé à partir plus loin, j'imagine? Exactement. La maison, OK. le projet de maison avec le budget qu'on avait et les revenus qu'on souhaitait faire, on a aussi les deux diminué notre pourcentage de temps de travail pour s'occuper de nos filles. Donc en fait, ça nous obligeait de changer de canton complètement, c'est-à-dire, soyons relativement francs, de partir dans le Jura ou quelque chose où les prix sont relativement plus bas. Encore que, mais voilà, c'était OK. ça une des grosses raisons. Et puis j'ai parlé du lien avec la famille, aussi tout le lien avec le village, tu vois. Je suis né dans ce village, donc je connais tous les anciens et tout ça. Partie des quelques rares agriculteurs qui restent, je les connais aussi relativement bien. Donc il y avait tout ce petit côté qui m'embêtait de partir. Bien sûr, j'aimerais avoir 4000 mètres carrés de terrain pour faire toutes les expérimentations que je bouquine et tout ça. Je l'ai dit dans ma présentation, on a monté Stassos un petit peu dans cette idée. Ouais, tu as trouvé des moyens quand même de faire autrement. J'ai trouvé des moyens. Alors, c'est des moyens en commun, donc il faut aussi faire avec un truc qui s'appelle l'humain, ce qui est un peu moins mon truc, soyons francs. Mais voilà, il fallait monter un truc en commun pour le village. Et en fait, c'est un super résultat. C'est pas facile tous les jours, c'est pas facile avec tout le monde, faut pas mentir. Mais on a créé une super énergie autour de ça. Les gens retrouvent les mains dans la terre, des gens qui avaient jamais. On a tout. On a des gens qui n'ont jamais jardiné, des mères de famille, on a des petits vieux qui se retrouvent en potager. Donc, c'est hyper gratifiant, c'est multiculturel. On a des gens qui viennent des pays, des Balkans, on a des gens qui viennent un peu de partout. Donc, c'est très, très riche. C'est très, très riche. Mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'on n'a que 1800 mètres pour 14 familles, pour 40 familles. Ah oui. Donc, les parcelles potagères sont toutes petites. C'était aussi un truc qu'on cherchait comme ça. N'importe qui peut venir. La personne qui travaille à 100% peut venir, comme le retraité. Mais par contre, au niveau production de légumes, c'est de l'homéopathie, quoi. Ah ouais. Bon, ouais, donc ils trouvent autre chose. Mais comme quoi, et c'est ce que Oz nous avait montré aussi avec les jardins familiaux, quoi. C'est que même si on a peu ou pas de jardin, il y a toujours des moyens de. Il y a toujours un truc à faire. En vrai, à part si vous habitez en centre de grande ville. Ouais. Voilà. Ça va être un peu plus compliqué. C'est un peu plus tendu. Quelle drôle d'idée, je suis tout à fait d'accord aussi. Mais à part ça, en vrai, il y a toujours de quoi faire. Alors, c'est des démarches. Ça nous a pris une bonne année de démarches administratives pour monter un dossier, pour le présenter aux municipaux, pour le faire adopter, le faire déplacer. Enfin, ça a été une année de boulot d'administratif, mais on le regrette pas. En tout cas, moi, je le regrette pas. Parfait. Voilà, c'était ma question tiroir d'intro. Parfait. Mais ça me semblait. Mais c'est vrai que, tu vois, ça, c'est encore un thème qui est peu abordé. Alors, on a quelques personnes comme Ben et Oz à sa façon, et même Mike un peu aussi, vu qu'ils ont soit peu de terrain, soit pas de terrain, ils nous en parlent. Mais je reste quand même convaincu qu'on peut être dans la démarche, et fortement dans la démarche, et être en appartement ou dans des logements sans terre. Et que ça peut être même parfois une force.
Je pense, avec le recul, dans cette idée de démarche de rechercher un petit peu de résilience alimentaire, choses comme ça, en vrai, le potager en lui-même, ou alors tu as beaucoup de temps et tu as 1500 mètres carrés de terrain une ferme, à quoi. faire pour... Ouais, tu as une ferme, en gros, avec tout ce qui va avec les entrants, avec les machins, donc ça veut dire avec des bêtes, avec des choses comme ça. Soit le reste, c'est plus sympa ce temps que quelque chose qui t'apporte une réelle résilience alimentaire. Je suis d'accord. C'est hyper intéressant. Sur le végétal, en tout cas, c'est sûr. Sur le végétal. C'est ce que je parlais quand j'avais présenté ce livre sur gérer une petite propriété là, et il parle de surface hyper grande, hein. C'est vrai que puis tu t'en aperçois tout de suite avec un boulot à côté, t'es vite hyper limité, quoi. Ouais, il parle de surface grande et c'est à une époque aussi où je pense que c'est de l'engrais au taquet déjà. Un des membres de la famille qui passe 4 heures le week-end, quoi. C'est que tu as toute la famille, tu as les enfants qui vont pas à l'école le matin pour pouvoir curer les écuries. Il y a papy et mamie qui transforment. Exactement, tu as toute la part. C'est bien joli d'avoir 1000 mètres carrés de terrain, mais après, tout ce que tu récoltes dans les gros coups de bourre, les bocaux, les machins, il faut des endroits pour. Enfin, même dans un village, moi je me considère encore dans un village, tu n'as plus les structures pour avoir des caves énormes. Enfin, c'est tout qu'il faut repenser. Mais c'est pour ça que moi, je me dirige maintenant, depuis quelques mois, j'ai un peu plus le temps de lire, en effet, dans toute la direction qui est le jardin-forêt, quoi. C'est-à-dire plantes vivaces, arbustes, et choses comme ça. Mais c'est encore trop tôt pour vous faire un live là-dessus. Mais je pense qu'en vrai, au niveau résilience alimentaire, ça peut être quelque chose de bien plus intéressant et de bien moins chronophage que le potager. Tu viens de croire. On est d'accord. À creuser. Eh ben, c'est parti alors. Donc tu ferme nous le tiroir. On ferme le tiroir. Tu nous annonçais tout à l'heure donc que tu avais été diagnostiqué d'un cancer du côlon il y a 1 an. Un peu moins d'1 an, ouais. C'était fin de l'année passée, donc septembre 2024. Ok. Et du coup, comment tout ça s'est mis en place? Comment tu as appris la nouvelle? Comment ça s'est passé dans ta tête? Ouais, ouf. Ça, alors, on va parler du côté physique déjà pour commencer. Donc, j'étais relativement embêté avec mes intestins depuis milieu de l'année 2024, avec un transit pas très régulier, des douleurs, des choses comme ça. Et puis, je l'ai dit dans ma présentation, je travaille dans le domaine des eaux usées depuis le début 2024. Donc, moi, assez facilement, j'ai fait le rapprochement en me disant qu'il était fort probable que j'aille attraper un parasite, un virus, une bactérie, un machin comme ça. Donc, j'ai fait les démarches auprès de mon médecin généraliste pour faire des analyses de sang, des analyses de sel. Là-dedans est ressorti qu'il n'y avait pas de marque de choses relativement qui expliquaient les symptômes que je lui expliquais. Elle m'a envoyé faire une coloscopie. Et à la coloscopie, qui aurait dû durer 20 minutes, elle a duré 1h40. Et ils sont tombés sur une partie de mon côlon qui était complètement enflammée, nécrosée, avec une tumeur grosso modo de la taille du pouce, du bout du pouce. Ok. Donc voilà, maintenant pour la partie psychologique. Donc juste pour ceux qui connaissent pas trop le milieu médical, on est sur un truc qui était quand même bien installé, quoi. Alors sur un truc qui était bien installé, la bonne nouvelle, il y en a toujours, c'est qu'elle ne s'était pas répandue ailleurs. Donc j'avais pas de métastase. Je l'ai appris que plus tard avec les examens qu'on suivit, mais pas de métastase sur d'autres parties du corps, donc un cancer localisé, assez vieux, une assez vieille tumeur, ce qui est assez intriguant pour un âge de 35 ans. On en parlera aussi, c'est assez intéressant. Mais voilà, dans ce moment-là, je ne le savais pas encore. Donc, au réveil de l'anesthésie, de la coloscopie, mon gastro-entérologue... Ah oui, tout ça s'est endormi complètement? Alors, tu as le choix quand tu fais une coloscopie. Il y en a qui préfèrent ne pas être dans les vapes. Moi, j'avais très envie de dormir, quoi. Je peux comprendre. Donc voilà, il m'avait drogué pour l'examen. Donc, au réveil de l'examen, encore un petit peu dans les vapes, le gastro-entérologue arrive vers moi avec une tête relativement blanche. Et puis, déjà, tu lui dis, écoutez, ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu.
mais les nouvelles sont pas bonnes, quoi. Enfin, soyons francs, je suis tombé sur quelque chose qui est pas sain. Je peux pas encore vous l'annoncer, mais je pense que c'est un cancer, quoi. Donc voilà. Gloops, tu avales ta salive une fois. Et toi, ton médecin, j'imagine, t'avais pas préparé à cette hypothèse-là? On parlait plus de maladies auto-immunes, de choses comme ça. Donc de maladies de Crohn, des choses comme ça. Ouais. Ce qui n'était pas forcément beaucoup mieux, si? C'est pas beaucoup mieux. C'est différent. En fait, le gros problème du cancer, c'est que ça fait peur, rien que le mot, en fait. Alors qu'en vrai, tu peux avoir un tout petit cancer. Alors, bien sûr, des fois, c'est trop tard. Et puis, les traitements sont très, très lourds, voire c'est des traitements de maintien de vie, quoi. C'est même plus à but de soigner, ce qui n'est pas mon cas. Donc là, on est vraiment sur un protocole de guérison. Oui, c'est ça, c'est qu'avec un cancer très localisé et pas trop vieux ou qui touche pas en tout cas des organes peut-être trop sensibles, tu as vraiment un espoir, disons de guérison. C'est l'objectif, ouais. C'est l'objectif, c'est vraiment d'avoir une guérison. Qu'avec certaines maladies auto-immunes, tu es à peu près sûr que tu vas te les continuer jusqu'à ton dernier jour et où il y aura peu ou pas de traitement. Alors, alors, je suis pas un spécialiste, une fois de plus, je fais que répéter ce que j'entends dans les couloirs des hôpitaux que je fréquente assez, c'est tout. Les maladies de Crohn, les choses comme ça, c'est des traitements en effet à vie, je crois bien, mais qui sont relativement faciles à vie. Encore que, il y a des fois où c'est plus compliqué, puis ils doivent enlever des bouts d'intestin sur des bouts d'intestin. De toute façon, on ne partait pas sur une bonne nouvelle. Mais voilà. Et puis après, ben voilà, en fait, j'ai de la chance, en guillemets, c'est que j'ai une capacité à encaisser les chocs qui est assez grande. Je suis quelqu'un d'assez pragmatique, je suis quelqu'un d'assez calme, à part quand je fais des sports un petit peu brutaux, mais j'ai une capacité à encaisser les chocs qui est assez bonne. Donc vraiment, sur le moment, moi, le premier coup de stress ça a été pour mes proches, donc mes filles, ma femme et ma maman, de comment j'allais annoncer ça, quoi. Enfin, c'était la première interrogation, c'était ça. Ouais. Surtout ta maman qui avait subi la perte de son mari, qui allait faire des rapprochements, quoi, je pense. Ouais, alors ma maman a un passif avec le cancer assez fort. Elle avait perdu un de ses premiers conjoints à l'âge de 25 ans. Elle a perdu mes parents étaient séparés au moment du décès de mon papa, mais ça n'empêche pas la douleur de la perte d'un être cher. Mais voilà, elle a un passif avec le cancer, donc lui annoncer que son fils était atteint d'un cancer, ça allait faire peut-être remonter pas mal de choses. L'annoncer à mon épouse aussi. Moi, pour être franc, quand un médecin m'envoie chez le spécialiste, j'ai un pressentiment qui n'est pas hyper bon. Tu sens dans ton... C'est un ressenti, mais je sens que je ne vais pas y ressortir de là. En disant tout va bien, monsieur. Ouais, c'est super. T'as juste mal au cul. Non, je rigole. Mais voilà, donc l'annoncer à ma femme, puis après, l'impact sur mes filles. Alors, elles sont la plus petite à 2 ans et demi. Je savais que ça allait être relativement facile. Enfin, entre guillemets, facile en tout cas dans l'annonce. Après, c'est différent quand tu es sous traitement, puis tu es une petite de 2 ans et demi. On passera sur la partie traitement après. Mais voilà, donc je l'ai fait assez rapidement en fait, parce que je l'ai fait en sortant de l'hôpital. J'ai décroché mon téléphone et puis j'ai appelé tout le monde direct. Puis cette partie-là, elle était hors de moi. Bien sûr, hein, c'était relativement fort en émotion. Mais moi, j'ai réussi à rester assez calme, assez peu. Alors, ça veut dire que quand les médecins viennent te dire dans ta chambre, vous avez un cancer, t'as pas flippé, t'es resté zen, quoi. Toujours zen, ouais. En vrai, je peux pas mentir, c'est un gros avantage que j'ai. J'étais hyper calme. Je dis, OK, très bien, c'est quoi la suite? Tu t'es pas dit, je vais peut-être crever, Alors, ça, c'était dans mon message de fin, mais ça n'a jamais été une option dans ma tête. La mort n'a jamais été une option dans ma tête. C'est un de mes moteurs. Le fait de ne pas voir mes enfants grandir, ça ne rentre pas en ligne de compte. Peut-être un peu par déni, ou par stupidité, mais en fait,
autant. A priori, c'est plutôt une force dans ce genre de situation. Ouais, oui, non, mais après, c'est quand même des maladies qui peuvent t'entraîner à ça, quoi. Donc, non, mais c'est vrai que tu vois, comme tu disais tout à l'heure, avec ce mot cancer, il y a quand même enfin, tu vois, quand tu dis cancer à quelqu'un, alors que d'ailleurs, je pense que la plupart des gens qui ont des cancers aujourd'hui, soit sont soignés ou en tout cas meurent pas forcément. Pour autant, quand on t'annonce le mot cancer, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre, on pense automatiquement mort, quoi. En général, enfin, moi je l'ai vu dans le regard de mes proches, un peu moins, parce qu'on discutait beaucoup, mais d'amis relativement proches. Certains, ils te regardent. C'est limite s'ils choisissent pas la musique pour ton enterrement, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, et donc, par contre, c'est pas ce qui s'est passé dans ta tête à toi. Non, dans ma tête à moi, à n'importe quel moment, la mort est rentrée en ligne de compte. Ok. Ça, alors, je savais que j'allais la chier au niveau des traitements, parce que j'avais vu mon père passer par les chimios. Je sais que c'est lourd à porter à vivre. Donc ça, c'est ce qui me faisait peur, c'était de devoir faire des chimios. Je le savais pas encore que j'allais y passer. Mais ça m'a stressé. Mais c'était un stress dans le traitement, dans le but de guérir. Ça n'a jamais été le dire, ok, j'ai un cancer, c'est fini. Alors, voilà, pour le moment. Est-ce que tu crois que le fait de devoir un peu assumer ce rôle de père de famille, de conjoint solide, tu vois, comme on a des fois l'habitude quand on est un peu dans la démarche comme nous, est-ce que tu penses que ça t'a aidé pour devoir avoir cette vision, tu vois, d'être un pilier pour ta famille, même si c'est toi qui es touché, mais c'est eux qui sont quand même blessés et puis qui sont un peu en détresse, tu vois, ou tu penses que même s'il n'y avait pas eu ta famille, tu aurais aussi réagi comme ça? Alors, c'est dur à dire, hein, avec le recul. Si j'avais été sans enfant et sans femme à ce moment-là, je serais de toute façon pas le même homme, donc c'est tellement différent. Mais oui, je pense qu'en effet, qu'être dans la démarche de, je sais jamais quel mot utiliser pour parler de cette démarche. Mais, dis dans la démarche, on comprend. C'est ce qu'on dit nous. Ouais, vous comprenez, dans la démarche, parfait. Dans cette démarche-là, te rend quand même mentalement et moralement un peu plus résistant. De base. Après, je pense quand même qu'on peut pas se préparer à ce genre de nouvelles. C'est pas un truc. Chaque caractère, chaque personnage est différent de toute manière. Ouais, là, c'est ta nature peut-être qui t'a aidé plus que. C'est ma nature. Mais je l'ai vu dans d'autres circonstances. Tout simplement, quand une fois ma fille est tombée dans sa chambre, puis s'est ouvert la moitié du menton. Moi, j'étais en train de rentrer du travail. Ma femme était. Je sais pas si elle va entendre cela. Je sais pas si elle va trop me juger, mais elle était relativement en panique quand je suis arrivé. Moi, alors que j'avais zéro connaissance, je devrais pas m'en vanter, mais je suis resté très calme, j'ai fait des compresses, des machins, on est descendu à l'hôpital, puis on a recousu le truc. C'est elle qui est restée avec la petite pendant qu'elle recousait, je peux la remercier pour ça. Mais le choc en lui-même, on reste calme, on regarde où on doit aller, ce qu'on doit faire, et puis ça va bien se passer. Et j'ai eu la même démarche à l'annonce de mon cancer, c'est-à-dire, ok, on a un cancer, maintenant c'est quoi? IRM, scanner, serein et cartésien, quoi. Ouais, c'est deux gros avantages. Mais ça fait partie de ta nature ou ça la fait pas. C'est clair. Et pour l'annonce à ta famille, quand je dis à ta famille, c'est vraiment les proches, hein, parce que pour le reste, c'est presque un peu anecdotique. A priori, tu as fait ça vite, donc quoi, tu n'y as pas trop réfléchi? J'y ai pas trop réfléchi, ouais. Ok. Donc, je savais que tout le monde était, je savais que ma mère, ma femme étaient à côté de leur téléphone. Ouais, elles attendaient. Elles attendaient. Ça a duré, comme je t'ai dit, ça a duré 1h40 au lieu de 20 minutes. Donc tout le monde était déjà sous tension maximum. Oui, parce qu'en Suisse, vous n'êtes pas habitué à ce que les rendez-vous médicaux aient du retard, quoi. Alors en plus, j'avais mon téléphone avant de rentrer en salle, donc je les tenais informés du retard. Donc, mais oui, il y a quand même du retard dans les hôpitaux suisses. Tous les soignants français le font très bien, mais il y a quand même du retard dans les hôpitaux suisses. Donc, tu as appelé et tu as annoncé les choses. J'ai appelé, puis j'ai dit, écoute, voilà, les mauvaises, ce qu'on pensait, je l'avais quand même dit un petit peu avant de partir à l'examen, je la sens pas, quoi. Franchement, on fera ce qu'il faut. Mais je pense donc, tu les avais un peu préparés quand même avant? Ouais, j'avais un petit peu préparé le terrain. Mais ça a été très vite. Grosso modo, en 2 jours, j'avais un rendez-vous, donc t'as pas non plus.
T'as pas non plus 2 semaines pour préparer tes proches, quoi. Et te préparer toi aussi. Oui, mais j'imagine qu'elle non plus n'attendait pas une bonne nouvelle, du coup, par rapport à... Je pense que c'était déjà un petit peu... on était plutôt dans la lignée de la mauvaise nouvelle. Ouais, ok. Mais je l'ai fait instinctivement sur le moment. Quoi. Je pense que j'étais encore à moitié drogué quand j'ai téléphoné. Ouais. Ce qui a peut-être aidé aussi. Donc là, tout de suite, après, comme tu dis, tu te concentrais sur ce qui va se passer après, mais il y a quand même toujours un délai avec toi, on a envie, dans des cas comme ça, qu'on nous prenne tout de suite en charge, et puis c'est pas forcément comme ça. Pour qu'il y ait un traitement, quelque chose, tu dois retourner voir les spécialistes, ils doivent décider, tu dois prendre des rendez-vous. Enfin, il faut attendre après. Cette période d'attente qui est quand même un peu longue, j'imagine. Alors, ça a été relativement vite dans mon cas. Okay. Relativement vite, c'est-à-dire que moi, j'ai eu le diagnostic le 21 septembre et le 21 octobre, j'ai commencé mes chimiothérapies. Donc, personne n'avait envie de laisser ça traîner plus de temps que ça. Donc, en un mois, je me rappelle plus exactement le jour, mais je crois 5 jours après ma coloscopie, j'avais une date pour un IRM et une date pour un scanner avec liquide de contraste. Ouais. Donc ça a été très rapidement confirmé que c'était bien une tumeur cancéreuse que j'avais au niveau du bas du côlon. Okay. Et puis 12 jours après ça, j'avais un téléphone du chirurgien pour les premiers rendez-vous au centre hospitalier où je devais aller. Donc grosso modo, ça a été hyper rapide dans mon cas. Donc très bonne prise en charge, ce qui est bien. Ce qui est excellent. En vrai, un système hospitalier comme ça, on est... je suis désolé, mais on est au top du top. Et puis ça coûte très cher, mais quand tu es dans le tunnel ou quand tu arrives à la porte du tunnel et qu'on vient de t'annoncer ça, tu as envie d'être bien pris en charge. Tu as envie de payer. Tu as envie de payer et puis voilà. Après, tu vois les factures à la fin. Ouais. Mais sur ta vie quotidienne, pendant ce mois-là, tu as déjà eu des répercussions? Bon, j'imagine déjà sur la famille. Il y a des fois des gens même qui ont un peu cette... donc, tu n'es pas encore sorti d'affaires complètement, peut-être, mais il y a déjà des gens qui disent il y a un peu avant, après l'annonce, avant, après le cancer. Est-ce que toi, ça a changé des choses dans ta façon de voir la vie ou sur les trucs importants? Enfin, je sais pas. Alors, on va parler des impacts directs. Les impacts directs, ça a été sur ma vie professionnelle. Le premier, après avoir fait l'annonce à mes proches et le cercle, tu dois arriver en séance avec tes patrons, tu viens d'être engagé, puis tu leur dis, écoutez, je les tutoie tous, mais tu dis, écoutez les gars, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Alors, le plan de base de traitement, c'est grosso modo une année. Okay. Avec un petit peu de pause entre deux pour récupérer, mais c'est grosso modo une année de traitement pour tout ça. Donc, une partie chimiothérapie, une partie radiothérapie, une partie pause, opération, remise de l'opération, et ils refont normalement des chimios en fin de traitement pour assurer le truc. Quoi. Ok. Donc, tu viens annoncer à tes patrons que tu vas probablement être loin plus ou moins sur une année, quoi. Donc, alors que tu viens d'être engagé, donc ça a créé une petite tension quand même dans ma tête à dire, ok, alors je crois que légalement, ils avaient très peu de possibilités de me mettre à la porte. Mais tu y as pensé. Mais j'y ai pensé, ouais. C'est-à-dire le côté financier est rentré en ligne de compte dans ma tête à dire si je dois faire avec 80% de mon salaire ou 50% de mon salaire, ça va commencer à attendre un peu les trucs, quoi. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, ça m'étonnerait qu'ils écoutent le live. Je crois pas qu'ils soient trop dans la démarche, mais ils m'ont gardé. J'avais un collègue qui a été engagé à 20% de base, donc il me faisait une journée par semaine le jour où je m'occupais de mes filles et qui s'est retrouvé à devoir gérer quasiment l'entier de la structure, quoi. Alors qu'il n'était pas du tout formé pour. Tu vois, moi, je venais de commencer, donc c'était beaucoup d'auto-formation vu que je suis le seul responsable. Et puis lui qui a 20%, donc lui, il était là
Au cas où, et puis bah voilà quoi. Donc, il a eu droit à une formation accélérée, c'est bien. Alors il a eu un cours rapide, et puis la grande chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu une personne qui a travaillé là pendant quelques années, qui a accepté de venir faire des heures en supplément, quoi. Donc aussi quelqu'un que je connais depuis le village, depuis quelques années, et puis qui a accepté de remettre les gants, et puis qui gère, on va dire, plutôt la partie administrative, mécanique de la station d'épuration. Donc j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance professionnellement, qui me garde, qui trouve les moyens de faire tourner cette machine sans moi. C'est vrai que c'est un de ces boulots où, en fait, vu que tu es tout seul, tu es un peu le seul à savoir faire tourner les choses, quoi. Et quand tout va bien, c'est cool, hein, c'est hyper gratifiant, c'est hyper valorisant et tout, mais le jour où tu te retrouves malade, pour tes employeurs, c'est un peu la panique, quoi. Et pour toi aussi, parce que tu te sens, j'imagine, un peu responsable. Surtout que je venais de commencer, quoi. Tu dis, puis en plus, j'étais dans une phase où justement je commençais vraiment à bien comprendre l'exploitation, comment elle fonctionnait, donc je commençais à apporter des modifications et tout ça. Donc il y avait toute une dynamique que j'étais en train de mettre en place, que j'ai dû stopper. Tu vois, j'ai eu un mois entre l'annonce plus tous les rendez-vous médicaux et tout ça. Donc, ça a été hyper rapide pour tout le monde, quoi. Donc ça a été le gros impact du début d'annonce, quoi. Mais là, tu as dû quand même y aller pendant ce mois-ci au boulot. Je suis allé passer la main, quoi, au type. Alors j'ai dû. Ça a été relativement vite fait. En vrai, j'ai pas pu tout lui expliquer. D'accord. Parce que toi, là, pendant ce moment-là, tu commençais quand même à avoir peut-être de la fatigue, ou c'était peut-être aussi un peu un contre-coup psychologique? Alors, il y a eu le contre-coup, il est venu un petit peu plus tard. Il est venu, on va dire, une semaine ou une semaine et demie avant que j'attaque mes chimios. Donc, j'ai une petite opération. Donc, je sais pas si on voit la vidéo, mais on te pose un petit. Tu peux passer les péages en France aussi avec ça. Non, blague à part, en fait, c'est par là qu'ils font toutes les infiltrations de chimiothérapie, de produits, pour pas passer partie technique. Il pique là-dedans avec les seringues, hein, c'est ça pour ceux qui. Alors, il pique là-dedans, ouais. En fait, tu gardes. En plus, moi, j'avais une pompe à la maison pendant 48 heures pendant le traitement. Je discute un petit peu avec vous du traitement après, mais donc il y a eu cette opération-là, et après cette petite opération-là, qui était une opération ambulatoire, donc rien de très lourd, j'ai vraiment eu la descente de fatigue une semaine avant d'attaquer les chimios, mais vraiment que de la fatigue. Donc, fatigue émotionnelle et fatigue physique, parce que j'avais mis un assez grand coup. Mais on avait fait le bon plan, c'est que le lendemain de mon opération, on partait se mettre au vert quelques jours en France, donc ça a fait du bien de sortir de là. Et puis quand je suis rentré 3 jours après, j'ai attaqué mes chimios, quoi. Ok, donc cette période, tu penses que c'est quand même un peu salvateur quand tu as, entre guillemets, rien à faire, tu es dans l'attente pendant un mois, de quand même essayer de retourner au boulot, ou tu penses que. Ouais. Alors, je pense que c'est propre à chacun, et c'est propre à chaque situation professionnelle. C'est sûr que si déjà tu peux pas piffrer ton employeur, et puis que tes collègues, soyons polis, comment dire poli, mais voilà, je pense que aller te remettre dans un environnement qui est néfaste, c'est pas surtout pas ce qu'il te faut. C'est surtout pas ce qu'il te faut. Maintenant, quand tu es dans une démarche d'un nouveau job avec pas mal de nouveaux défis, un truc qui te nourrit, quoi. Un truc qui te nourrit, ouais. C'est clair que je pense que c'est bénéfique Et d'ailleurs, maintenant, j'ai recommencé, malgré la fin de mes chimios, j'ai recommencé un petit peu à bosser pour remettre un petit peu les mains dans le cambouis, quoi. Puis montrer aussi que tu es là, quoi. Déjà pour toi, pour toi, et puis il faut pas mentir, il faut quand même rester en bon terme avec son employeur, quoi. Ouais, c'est clair. Je fais pas de la lèche, hein, mais il faut que tout le monde s'y trouve dans tout ça. Ouais. Exactement. Ça fait partie du jeu, quoi. Enfin, je veux dire,
Et peut-être aussi toi, après plusieurs mois, chez toi, ça doit commencer à je peux plus démanger voir la aussi un peu. maison. Ouais. Mmh. Je peux Et plus. là, dans cette période de 1 mois là, avant le début des traitements, tu as du côté de ta mère et puis de ta femme, tu as dû un peu il y a des gens qui les ont épaulés ou c'était toi qui devais prendre le relais toujours ou? Alors, Tu discrète, je sais pas? ma femme a un caractère du sud, une partie du sang espagnol, donc elle a un caractère très fort. Mmh. Je vais pas lui envoyer cette vidéo, c'est pas possible. Non, mais T'en ça a été doutais jusque-là, maintenant c'est bon. ouais, non, Bah, ça a elle est été peut-être au courant, hein, qu'elle a un elle est au caractère cours très fort. et c'est hyper positif et non, en fait, Mmh. ça a été un pilier dans toute cette partie-là, un petit peu moins dans ces 1 mois parce que, ben, elle a dû accuser le coup, on a beaucoup discuté, Mmh. elle Ouais. avait mis rendez-vous médicaux avec les spécialistes. Elle Mmh. s'est rendue compte qu'en effet, c'est pas parce qu'on disait cancer qu'elle allait Ça l'a rassuré un perdre des peu peut-être, orteils, ça quoi. l'a rassurée. Mmh. Et puis après, ben, elle a pris un peu le taureau par les cornes et puis maintenant on y va quoi. Elle a été Mmh. plus dans un truc un peu à me secouer, on va dire ça comme ça, Bah, ouais. à OK. me pousser en avant qu'à pleurer, à pleurer mon cancer. Mmh. Ma maman, ben, on en a discuté pas mal et puis ça s'est fait aussi au fil du mois, puis au début des traitements, je pense que ça l'a pas mal rassuré que je Ça aille supporte vite. relativement bien ça évite et que je supporte assez Mmh. bien les traitements. D'accord. Le délai a été un peu plus long pour qu'elle s'en remette. Ça s'est assez vite transformé en colère, en vrai, chez ma maman. OK. En colère contre la vie, quoi. Ouais. Pourquoi moi, quoi. Ouais, Enfin, ouais, pourquoi ouais. eux, pourquoi moi, quoi. Donc, ça a plus tourné là-dessus assez rapidement. Mais je crois que maintenant, elle a compris qu'il fallait vivre avec et puis que ça allait bien se passer, quoi. Mmh. C'est OK. vrai que enfin, j'allais dire la chance, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est vrai que tu as eu quand même la chance de partir dès le départ avec un diagnostic qui était entre guillemets assez enfin Ouais, rassurant ou positif, quoi. ouais, oui. En fait, ils te disent assez vite, au premier rendez-vous, assez froidement, ils te disent si tu vas faire de la chimiothérapie pour de survie, Pour si on prend ralentir ou pour, soigner, quoi. pour ralentir ou pour soigner. Donc là, Mmh. c'était vraiment dans une idée d'une année de combat, mais d'être soigné à cette sortie d'une année de combat, quoi. Ouais, Mmh. ça change quand même Alors, beaucoup les choses, je ça pense. change le discours. Ça change le mental et ça change le discours avec les proches, ouais. Très clairement. Je pense que c'est sûr. Alors moi, j'en ai vu, hein, j'ai discuté avec des gens en traitement, bah, le jour où ils arrêtent leur chimio ou leur immunothérapie, c'est fini, quoi. Mmh. Ouais, Donc ça remet un petit peu l'église au milieu du village aussi, hein. Ça fait aussi du bien de se retrouver dans des circonstances pareilles. Bah là, à 1 mois de ma déclaration, un des paysans chez qui je vais chercher mes œufs, ils lui ont diagnostiqué un cancer du pancréas. C'est certainement la pire nouvelle. Enfin, je suis pas mmh. médecin, mais en tout cas, on Mmh. sait que Si, le ouais, cancer du il est réputé pancréas, pour en ça, ouais. général, Ouais. il est réputé pour être. Et puis, ben, lui, c'est ça. C'est que le jour où il arrête les chimios, le cancer reprend le dessus, quoi. Donc, Mmh. c'est chimio à vie, quoi. Puis pour être passé par 6 cycles de chimio, ça donne pas hyper envie. Oui, il y a un Ouais. moment où tu te demandes quel Ouais. intérêt ça a, quoi. Ouais. En vrai, alors peut-être qu'à 35 ans ou à 36 ans, tu te poses moins cette question, mais je pense Mmh. qu'à 60, 70, 80 ans, en fait, c'est des produits qui sont tellement lourds et tellement. Ça dépend Mmh. des gens. J'entendais encore une vidéo aujourd'hui, il y a 5% des gens qui n'ont pas d'effets secondaires aux chimio. Donc moi, Ah je ouais. faisais pas partie de ces 5%, je peux déjà vous le dire. Je ne veux pas spoiler la suite, mais c'est en général relativement très lourd à supporter Mmh. physiquement. OK. Tu parlais tout à l'heure, rapidement quand même d'une petite crainte au moment de savoir si tu allais pouvoir garder ton emploi. De ce côté-là un peu financier, comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais toi déjà en amont un peu des réserves financières? Est-ce qu'elles t'ont été utiles? Est-ce que tu en avais pas? Est-ce que tu en aurais eu besoin ou est-ce que tu en as pas eu besoin? Ouais. Alors, ça faisait partie du plan que vous m'avez envoyé. J'ai un peu bossé la question. Mmh. Je suis pas un très bon élève. Mmh. J'avais le minimum vital.
soyons clairs, en tout cas, je ne sais pas comment marche le système français au niveau des assurances, donc je vais parler pour la Suisse. Chez nous, il faut que tu aies au moins l'argent pour payer ta franchise, qui était 2500 balles pour moi. J'étais jamais malade avant ça, j'avais la franchise. Tu parles juste d'une assurance médicale, là, hein? Ouais, en fait, chez nous, ouais, tu as une assurance de base qui est la LAMAL, et sur cette LAMAL, tu as une franchise qui est entre 300 et 2500 francs. Donc 300 francs, tu payes plus par mois, mais si tu es souvent malade, ben, ça vaut la peine. Et puis si tu n'es jamais malade, tu as 2500 balles de franchise, tu payes un peu moins d'assurance par mois. Mais le jour où tu as un pépin, ben, tu dois payer les 2500 premiers francs. Donc juste les premiers, c'est pas à chaque, pas à chaque soin. C'est par année. C'est par annne. Et c'est que pour la maladie, pour l'accident, tu as d'autres. Exactement, ouais. C'est autre chose pour la maladie, c'est différent. Et puis en plus de ces 2500 balles de franchise, tu as ce qu'on appelle la quote-part, qui est tu dois payer 10% de chaque traitement à hauteur de maximum de 700 francs par année. Donc grosso modo, pour mon cas, il fallait avoir 3200 balles sur un compte, ouais, ce qui était exactement ce que j'avais. En payant ces 3200 €, entre guillemets, tout le reste des soins, ils sont pris en charge? Ouais, tout le reste est compris dans la maladie, grosso modo. Mais après, tu peux pas forcément choisir ton docteur suivant les assurances que tu as, quoi. Ça dépend, ouais, ça dépend un petit peu. Après, moi, tu peux rajouter une complémentaire. Je suis vraiment pas un bon élève là-dessus, mais grosso modo, si on doit dire quelque chose au niveau financier, il faut que tu aies minimum ça quand tu es salarié. Pour la Suisse, parce que pour la Suisse. Et après, c'est différent selon. Je suis aussi une partie indépendante. Donc, quand tu es indépendant, tu as le choix de souscrire une assurance perte de gain qui va venir te payer après 30 jours, après 60 jours. Enfin, ça, c'est tous des contrats que tu choisis. Mais ça coûte un bras, en Suisse en tout cas. Et moi, je l'avais arrêté à la naissance de ma fille il y a 5 ans parce que ça me coûtait trop cher. Pour bosser 1 ou 2 jours par semaine, je l'avais arrêté. Donc, grosso modo, la partie de mes revenus liés à mon activité indépendante, ça a sauté. Hein. Ça a sauté. Donc, ça, Sachant qu'on rappelle, c'était 20%, c'est ça, hein? Si les impôts nous regardent, c'est 20%. Ouais. Okay. Pas plus. Donc voilà, non, c'est grosso modo ça. 60% pour la partie épuration des eaux, qui me laisse un jour pour m'occuper de mes filles sur le papier. Donc tu as quand même une perte de gain, quoi. J'ai quand même une perte de gain. J'ai quand même un revenu qui s'élève à l'heure actuelle à 90% de mon salaire. Donc ça fait une petite 90, diminution. c'est 90. Exactement, désolé. Ouais. Désolé, c'est 90, ouais. Ah, parce que je vois que notre traducteur franco-suisse fait pas son travail. Donc... fait pas son boulot, ouais. Ok, donc ça reste quand même acceptable, entre guillemets. Ouais. Après, je pense que si tu es patron ou indépendant ou comme ça, j'ai un petit peu fait un calcul vite fait dans ma tête. Ça a été mon cas pendant quelques années avant tout ça. Je pense qu'il faut avoir sur un compte 3 mois de liquidité pour payer toutes tes charges. Et je suis encore gentil. Ça veut dire. Après, tout dépend aussi de la mutuelle que tu as et des assurances que tu souscris. Ouais, des assurances que tu souscris, mais même avec ces assurances, je pense que tu dois avoir 3 mois pour payer si tu as des employés, les salaires, les véhicules, les locaux et tout ça. Et sachant qu'en plus, j'imagine que ces indemnisations-là, parfois, elles mettent du temps à arriver. C'est pas je tombe malade et le lendemain, j'ai mes. Alors, quand tu es salarié, ça va relativement vite parce qu'en fait, ils continuent de te payer ton salaire. Donc, ça bouge pas. C'est à l'employeur de se faire rembourser par une assurance perte de gain. Par contre, si tu es indépendant et tout ça, je sais qu'on en discute pas mal, un petit peu d'emploi chez vous ou chez Vol West aussi, des fois, avec ça. C'est super d'être indépendant. Moi, je l'ai été pendant 3 ans avant de partir dans le public. Mais le jour où tu as une merde. Tu as une casse comme ça. Tu es indépendant aussi, quoi. Tu es indépendant, ouais. Exactement, ouais. Donc, il faut prévoir, c'est clair. Ouais, donc c'est pas fait pour ceux qui crament tout ce qu'ils gagnent. C'est pas fait pour les mecs comme moi, ouais, exactement. Non, je suis méchant avec moi-même, mais entre cigale et fourmi, je suis pas tellement à stocker.
Mais voilà, j'ai la chance, c'est qu'en fait, on a designé notre vie de famille avec des 2 petits revenus. Donc, on a un petit loyer, on n'a pas de leasing sur la voiture, on a payé comptant. Enfin, voilà, on vit simplement, en se faisant plaisir, en mettant de l'argent dans ce qui nous est important. On n'est plus tellement des grands consommateurs de Zalando ou de T'es sites en dépensier, ligne. mais tu vis pas aussi au-dessus de tes moyens, quoi. Non, je me fais plaisir, mais je suis pas un grand consumériste moderne. Bon, je pense pas qu'il y en ait beaucoup quand même dans les gens qui nous suivent. Je pense pas. Ouais, mais des fois, c'est juste le matos, un petit peu, ça part quand même. Ah ouais, ça peut aller vite. Ça peut aller vite, quoi. C'est sûr que si tu peux toujours avoir le matelas qui va bien, puis la petite tente un peu cool, et puis la petite machine de jardin à batterie sympatoche, qui permet de gagner du temps, ou même la belle hache ou la belle faux d'un fournisseur qu'on discutait avant. Si tu es un petit peu dans l'accumulation d'objets, ça va quand même assez vite, quoi. Ça peut aller très vite. Donc je suis plutôt à trouver des vieux outils, des anciens employés, de leur passer un petit coup de ponceuse. Alors c'est sûr que quand tu vas voir des trucs, moi je suis assez branché vieux outils, donc j'aime bien ça. On discutait en off avant de notre interview de Todd Bald. C'est vrai que son site La Frontière, moi ça te parle. Ça me fait vibrer, mais voilà, je me commande pas. Déjà, il peut pas livrer en Suisse. S'il nous écoute, j'aimerais bien que ça change, mais envoie-lui un message, il va prendre en compte, je pense. Ouais, mais j'ai envoyé un mail parce que j'avais un conseil à lui demander, et puis il m'a dit qu'il pouvait malheureusement pas me livrer en Suisse. Donc c'est un peu Ouais, ça doit être avec la douane et tout, ça doit être compliqué. Ouais, Dieu sait, j'ose pas imaginer. Ouais. T'imagines si t'envoyais ça chez nous. Je vais me faire ficher pour terrorisme. Donc voilà, non, mais on vit bien, mais on a l'habitude de vivre avec pas des fortunes. Ok, et du coup, donc tu disais que tu avais déjà fait le choix de libérer du temps pour éduquer tes enfants. Ouais. Ça t'en a libéré encore plus, peut-être un peu moins bonne qualité. Comment ça s'est passé cet ajustement-là dans le quotidien Alors, familial? on va parler maintenant de ce qui est venu après. Donc, les chimios chez moi étaient programmés comme ça. J'avais une chimio toutes les 2 semaines. Donc, tous les lundis, toutes les 2 semaines, j'allais me faire 5 heures d'injection. Donc, assez gros traitement, assez lourd. Donc, la semaine de l'injection, grosso modo, pendant 36 heures, j'étais out. Quand je dis out, c'est alité. La grippe, quoi. Ouais, ça veut dire alité à pas pouvoir. Je le dis à tout le monde, donc voilà, mais c'est tu réfléchis à prendre le verre d'eau qui est sur la table de nuit à côté de toi tellement ça te demande de l'énergie. D'accord. Pour moi, ça a été ce niveau-là de fatigue avec les chimiothérapies. C'est rajouté ensuite là-dessus pas mal de nausées aussi, donc j'ai une blague, je sais pas si on peut la faire, mais une vraie femme enceinte. Tu peux faire Une vraie femme enceinte pendant ces traitements. Okay. T'as tout le temps la gerbe, quoi. Tu manges, t'as mal au ventre, tu manges pas, t'as mal au ventre. Okay. Donc, ils ont réussi à me trouver un traitement que dans mes dernières semaines de traitement, un traitement anti-nauséeux dans mes dernières semaines de chimiothérapie pour un petit peu soulager ça. Mais donc, pendant 36 heures, tu es complètement KO. Ouais. Et après, ça revient tranquillement? Ça remonte gentiment et grosso modo, sur la 2e semaine, qui était la semaine que j'appelais de récup, à partir du mardi, mercredi, tu commences à pouvoir envisager d'aller faire quelque chose avec tes enfants, quoi. Ok. Et en sachant que 3 ou 4 la semaine d'après, ils renvoient la dose. Ouais. Oui, en effet. Du coup, on comprend mieux là psychologiquement quand tu disais que tout à l'heure c'était dur, quoi. Alors déjà physiquement, tu ramasses cher. En vrai. Soyons francs. Alors ça se voit pas trop sur ma gueule. Hein. Parce que, en général, quand tu penses à quelqu'un en chimio, tu penses quelqu'un qui a plus de poils sur le caillou, ce qui n'est pas mon cas. J'en ai perdu quand même pas mal. Mais chaque chimio est différent. Chaque produit en fait, on parle de chimiothérapie, mais en fait, c'est un cocktail de molécules à chaque fois. C'est relativement très spécifique à chaque cancer et encore designé en fonction de chaque patient. Quoi. D'accord. Sur un truc, je peux pas tenir de généralité. T'as des chimios si t'as un cancer généralisé je discutais avec une dame qui avait eu ça, un
cancer à la con, à petite tumeur un peu partout. Et il lui faisait une chimio tous les 2 jours. C'était tellement fort qu'elle a perdu ses dents. D'accord. Ouais, oui, parce que quand même, il faut rappeler que la chimio, c'est fait pour tuer des cellules, hein, donc et vu qu'on est composé de cellules, a priori, ça sélectionne pas forcément que... Ça sélectionne pas tout, ouais. C'est assez génial. Enfin, après, maintenant, ils ont fait beaucoup de progrès ces dernières années au niveau des chimios aussi. Il semblerait que c'est un poilet plus ciblant sur la maladie qu'il y a encore 5 ou 10 ans en arrière. Il semblerait. Mais bon, en tout cas, c'est quand même un truc qui nous fait du mal pour nous faire du bien, mais exactement. C'est pas... Il y a beaucoup de gens qui parlent qu'ils luttent contre le cancer. Moi, j'aime déjà pas trop le terme, mais moi, je luttais pour vivre, mais tu luttes surtout contre les effets négatifs des chimios, quoi. C'est-à-dire, et puis, t'es ultra suivi, donc il faut faire un peu gaffe à ce que tu manges, tout ça. Il y a des trucs que tu peux pas manger, il n'y a pas grand-chose, mais il y a 2-3 trucs que tu peux pas manger. Puis il y a des trucs que tu n'as juste pas envie de manger, c'est vrai. Et puis, tu dois pas trop perdre de poids non plus. Donc, ouais, c'est assez contraignant. Et puis, au niveau vie familiale, c'est hyper compliqué. Surtout quand tu as 35 berges, je sais pas, je vais peut-être pas parler pour tout le monde. Quand tu as 35 berges, que tu es plutôt un papa actif, je suis pas le papa modèle, hein, je vais pas dire ça, mais que tu es présent pour tes enfants, que tu es présent pour la vie de ton village, que tu essaies d'être le plus aidant aux tâches ménagères, aux choses comme ça, de te retrouver alité pendant 36 heures. Ça a été assez dur pour moi. Ça a été assez dur de me voir. Les 2 choses qui ont été dures pour moi, c'est de me voir descendre physiquement. Alors, j'étais déjà pas bien carré avant. Je n'étais pas un bodybuilder, mais j'ai perdu, en 2 semaines, j'ai perdu 4 kilos. J'avais pas beaucoup de gras avant, donc ça devait être relativement que de la masse musculaire. Donc ça a été un petit peu psychologiquement compliqué. Et puis le fait d'être couché, alité, sans pouvoir descendre, aider ma femme parce que les filles voulaient pas manger ou que c'était la guerre, ça a été assez dur. Mais Vas-y, excuse-moi, fini. Non, moi je disais juste, et puis les rares fois où tu le fais parce que vraiment t'as envie, enfin t'arrives plus, bah, en fait tu le payes tellement cher que tu t'en rends compte puis tu le fais plus, quoi, parce que personne s'y retrouve. Toi et puis il faut dire ça aussi, c'est que tu parles de fatigue à ta conjointe ou à ton conjoint, bah, lui il a l'impression que c'est une fatigue comme quand tu rentres du boulot puis que t'as une sale journée puis que t'as mal à la tête, quoi. Mais c'est inexplicable. C'est inexplicable. C'est impossible. Je lui en veux pas du tout à ma femme de pas avoir compris, mais ça a été très compliqué pour elle de comprendre la quantité de fatigue qui était la profondeur du truc. La profondeur du trou. Donc, bah elle te dit, tu lui dis fatigué, elle dit ouais, mais moi aussi je suis fatigué parce que non, ça a été encore. Elle m'a pas dit ça, mais ça pourrait être tout à fait le genre de remarques qui viennent se greffer sur une soirée un peu houleuse de semaines de chimio, quoi. Et tes enfants dans tout ça, est-ce que alors déjà à l'annonce tu me disais que ta plus petite, bon c'est vrai qu'elle était un peu probablement jeune pour comprendre un peu la lourdeur du truc. Déjà comment elles l'ont pris et quand elles t'ont vu un peu dans cet état-là, est-ce qu'elles ont plutôt coopéré en comprenant que c'était peut-être un peu la merde pour ta femme? Ou est-ce que peut-être le choc psychologique leur a fait plutôt déclarer la guerre en disant: «On aimerait quand même bien exister au milieu de tout ça, on va foutre le bordel»? Et alors ça a été. Elles sont restées sur une ligne directrice. Je veux dire, elles se sont pas rendues invivables. Je pense qu'il a sauvé le coup, c'est qu'en fait j'avais 1 semaine sur 2 où j'étais hyper là du coup. OK. Je bossais plus et que du coup j'étais hyper présent. J'étais l'extrême inverse, quoi. OK. Donc ça a sauvé l'immeuble de ce côté-là, je pense. Ce qui est d'ailleurs pas forcément facile à gérer pour des enfants de comprendre mais que tu alors sois très présent 1 semaine et complètement KO alors de l'autre. Alors elle le voyait, ça se voyait sur ma tête. Elle venait tous les jours me voir parce qu'on a la chance d'avoir un appart à 2 étages, donc j'étais en haut. Donc elle passait tous les jours me voir avant de partir à l'école et tout ça. Tu sentais bien dans leur regard qu'elle voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Elle sentait, ouais. T'es
blonde, voilà. Et elles ont été les deux trop choux, quoi. Il y a eu très, très peu de fois sur ces 3 mois où j'ai dû dire, écoute, maintenant t'es gentil, mais tu retournes vers maman, quoi, parce que elles viennent t'as pompe à chimio, elles viennent te sauter sur le lit à côté, c'est pas hyper conseillé. Mais la grande a été magnifique et elle est toujours la petite, c'est déjà dans son caractère un peu plus un bulldozer, donc ça c'est un peu confirmé à ce moment-là, mais c'est mes deux moteurs, quoi. Tu fais comme tu veux. Alors voilà, mais c'est vrai que pour elle, j'ai essayé d'être le plus présent et le plus rapidement sur pied. Ok. Et dans cette période de chimio qui a duré un certain moment, comme tu nous disais, toutes les 2 semaines, c'est quoi les ajustements les plus utiles, en fait, que tu as pu, ou dans ton quotidien qui t'ont le plus, aidé, en fait, pour t'adapter à cette situation difficile? Ou pour adapter aussi tes proches à cette situation? Tu pensais Alors, en fait, en plus de ça, ce qui change, c'est que ça arrive à changer entre chaque chimio parce que ton physique change. C'est pas linéaire, quoi. Des fois, ça mettait 36 heures, des fois, au bout de 24, j'étais de nouveau bien. Donc, c'est toujours à géométrie variable. Mais il n'y a pas grand-chose qui t'aide à être plus ou moins bien là-dedans. Le seul truc, c'est que tu dois t'écouter. C'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'était déjà pas tellement dans ma nature. Et puis, tu dois t'écouter, écouter ton corps comme tu l'as jamais écouté, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pas essayer de manger quelque chose que t'as pas envie de manger. Il faut être à l'écoute de toi le plus possible. D'accord. Ce qui est pas hyper facile quand t'es père de famille avec 2 enfants, tout ça. Mais c'est difficile d'ajuster le curseur, de se challenger, tu vois, pour essayer d'aller de l'avant. Comme tu dis, il faut manger pour prendre du poids. Il faut essayer de se motiver pour quand même passer à l'action, mais sans trop y aller non plus pour pas que ça te tire vers le bas. Tu dis, il faut s'écouter, mais il faut aussi des fois un peu se motiver, quoi. Se dire: «Allez, maintenant, c'est parti, vas-y, quoi». Alors ça, c'était plus la partie assez bien avec ma femme, c'est qu'elle me poussait assez bien la semaine de récup à dire: «OK, maintenant, tu vas promener le chien, tu dégages, tu vas dehors, un moment, ça te fera du bien». Non, mais elle disait pas comme ça, je caricature un petit peu, mais de me pousser un petit peu en avant ou peut-être qu'à des moments, j'aurais été plus enclin à allumer Netflix puis à me taper une série de A à Z, quoi. Ce qui, à part me rendre les yeux carrés, aurait pas fait grand-chose de très intelligent, quoi. Ouais, mais déjà t'évader, quoi. Mais c'est vrai que je pense des fois, tu es tellement mal que tu as même pas envie de regarder la télé, quoi. C'est Non, quand alors la semaine de chimio, en tout cas, pendant les 36 heures de moyenne, tu peux pas allumer un écran. J'ai essayé un podcast, alors c'était pas vous, c'était Thinkerview, mais je me rappelle encore. Mais coucher dans le lit avec un podcast qui tourne, même ça, c'est fatigant. Ok. Dur. Donc, ouais, en fait, c'est hyper dur de juger t'es vraiment même pas au jour le jour, parce que tout d'un coup, ça va bien le matin, et puis à midi, tu commences à avoir des nausées, puis ton après-midi, elle est morte, quoi. Donc, c'est vraiment t'écouter, être à l'instant, au moment présent, quoi. Dès que tu as une petite période de ciel bleu, bah, tu profites Ah direct. ouais, tu profites, tu vas dehors, tu vas promener le chien, j'ai même été un peu bricolé. D'accord. Les assurances m'écoutent pas, mais ouais, enfin, faire quelque chose, quoi. Faire quelque chose, passer c'est cool, hein, on a tous des fois envie d'un petit moment de repos. Je l'ai dit à une copine au tout début de mes chimios. C'était ma première chimio, je crois. Elle m'a écrit un super message et tout. C'est quelqu'un qui est très, très, très cher à mon cœur. Elle recevra la vidéo, donc je peux lui lancer un petit peu des fleurs. C'est quelqu'un qui a un parcours, c'est la personne après ma femme mentalement la plus forte, qui a été hyper présente pour moi. Et ça, c'est hyper important. On en parlera peut-être un petit peu après. Et puis, en on fait, peut en parler maintenant, des gens qui peuvent aider, quoi. Parler que tu étais dans le village, je pense que c'est quelque chose qui était vraiment bon pour toi de ne pas avoir choisi de partir loin, quoi. Hein, je pense qu'alors, il y a 12 choses. Mais je finis juste là sur le truc en disant, en fait, je me rappelle, je lui ai dit, elle a aussi des enfants et tout. Je me rappelle pas la dernière fois que j'étais dans mon lit de chimio, je lui ai dit, je me rappelle pas la dernière fois où j'ai eu 5 heures devant moi. Alors, tu es dans un lit de chimio branché par des tubes, donc tu peux pas aller courir ou faire un truc. Mais en fait, où tu as 5 heures, tu dois juste tuer le temps, où tu peux bouquiner, où tu peux regarder une série.
et tout ça, quoi. En fait, tu as juste du temps et puis tu dois juste, en guillemets, en profiter pour pas trop penser à ce qui est en train de t'arriver dans les veines, mais physiquement, tu es encore là, pas très diminué, quoi. Donc, il faut s'écouter. Et ça, je pense que en étant homme, père, et en plus dans une démarche où on a envie d'apprendre et de faire 150 000 trucs par jour, c'est des fois un petit peu le truc un petit peu dangereux avec des gens, en tout cas comme moi, peut-être comme vous aussi, mais tu as envie de bricoler, tu as envie de faire 1000 trucs, d'apprendre 1000 trucs, tu passes tes journées, et tu t'écoutes des fois pas trop. Bah là, moi, j'ai dû apprendre à c'est un peu la course en avant, quoi. Ouais, c'est un peu la roue du hamster, des fois. Mais oui, alors pour en revenir au lien, ben en fait, moi, je pense que alors, c'était la meilleure décision de ma vie de rester proche de mes proches. Ça se dit, proche de mes proches et proche de mes racines. En plus de ça, ben, c'est sûr qu'en ayant bossé 10 ans dans le village, j'ai tissé des liens avec des gens extraordinaires. Ou pas tous extraordinaires, hein. Il y avait aussi des casse-noisettes, hein, mais faut pas vendre le truc. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'à l'annonce de mon concert, ça a soulevé une vague énorme je sais pas quel terme utiliser, mais je peux pas compter le nombre de propositions d'aide, de garder nos filles, de promener le chien, de m'amener à mes chimios, des gens qui sont venus nous amener à manger, enfin un truc vraiment Des petits trucs exceptionnel. du quotidien, mais qui font Des toute petits la trucs, différence, ouais. quoi. Et en fait, pour moi, je pense que c'est ce qui te soigne après les traitements purement physiques, type chimio, c'est ce qui te soigne le plus. C'est juste d'avoir des gens autour de toi qui t'entourent. Enfin, je veux dire, mes beaux-parents étaient formidables, aussi avec les filles. Ma maman, on n'en parle même pas. Elle n'a pas arrêté de prendre des filles, d'être là. Mon beau-papa aussi. Enfin, d'être hyper entouré. C'est vrai que si on avait déménagé 2-3 ans plus tôt, à 2 heures de bagnole, ben, ça aurait été complètement différent. Complètement différent. Donc, le lien de notre démarche, je pense que le lien, c'est certainement, quel que soit le problème, un des trucs qu'il faut mettre tout en haut de la liste dans notre démarche. Donc, dès qu'on a l'occasion de faire du lien ou de proposer, en faut le faire. vrai, je sais que tu tombes souvent sur alors, en effet, hein, tu tombes pas que sur des gens qui comprennent ce qu'on fait et pourquoi on le fait et tout ça. J'ai aussi été dans une démarche pendant tout ça, enfin, dans une réflexion relativement très négative et très jugeante face aux autres. Hein. Avant la maladie, tu veux dire? Avant la maladie, ouais. Et avant la maladie, dans cette période, on parlait un petit peu de mes débuts dans la démarche, cette prise de conscience qu'en fait, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que en tout cas, moi, j'ai dû faire le deuil d'un futur qu'on te vendait relativement radieux, où le progrès allait nous sauver de tout, ça allait être formidable et génial. Puis en fait, t'apprends relativement vite que sur quasiment tous les plans qui t'intéressent et qui permettent que ton avenir et celle de tes enfants soient pas trop dégueulasses, c'est partout la merde en fait. Donc il faut aussi faire le deuil de ça. Et moi, j'ai nourri pas mal de colère. J'ai nourri pas mal de colère face aux gens qui comprenaient pas alors que tu essayais de leur expliquer, mais que ça servait strictement à rien. Et c'est ce que je dis souvent, je me suis concentré avant cette maladie sur les 3% de casse-noisettes autour de moi qui me cassaient les pieds, et puis j'ai pas vu le reste en fait. J'ai pas vu le reste, et cette maladie arrive à me montrer. Et est-ce qu'il n'y a pas des gens qui étaient dans la case des casse-noisettes et qui, au final, au moment de cette maladie, se sont révélés ouais, c'est arrivé. En bien ou plus c'est que ce que tu pensais? C'est arrivé, ouais. Alors, ils n'étaient pas dans la case des casse-noisettes, parce que moi, les cases sont relativement vite expédiées, des casse-noisettes. Je suis un peu, voilà. Ils n'ont pas eu la possibilité de te prouver. Ils n'ont pas eu la possibilité. Non, mais ils n'ont pas eu la possibilité de me prouver le contraire. J'en ai reçu des messages des gens qui m'avaient un peu cassé les pieds avant ça, qui pensaient bien à moi et tout ça. Je veux bien donner que ça leur ait remis en question le fait que je sois malade.
Ah oui, ok, tu vois ça comme ça. Ok. Ouais, ça change. Mais voilà. Par contre, ouais, ça a réanimé quelques vieilles amitiés. Ok. Je pense qu'un peu comme tout le monde, quand tu deviens papa, quand tu te maries, quand en plus j'ai assez changé de trajectoire en 5 ans. Je le disais en off, je crois que Docéen n'était pas encore là, mais j'ai travaillé pendant quelques temps aussi dans le monde de la nuit lausannoise, donc j'étais relativement très entouré de potes et tout ça. Je sortais souvent beaucoup, tout le temps, et tout ça. Puis quand j'ai commencé à changer, ben, tu perds aussi des amis et des choses comme ça. Je pense qu'on est nombreux à avoir connu ça. Ouais, surtout dans les choix de vie qu'on a fait, nous, je pense que qui quand sèment quand même pas mal de gens en route, quoi. Ouais, tu sèmes des gens en route, et là, cette maladie a réactivé quelques vieilles amitiés qui iront plus loin ou pas, et puis qui sont juste bénéfiques à ce moment présent. Puis c'est cool. Et à l'inverse, tu sais, moi, dans les quelques témoignages que j'ai pu voir de gens qui étaient malades, et notamment du cancer, t'en as pas mal aussi qui parlent de gens qui disparaissent au moment de l'arrivée de cette maladie. Alors, moi, j'ai eu de la chance. J'avais déjà fait un peu le tri. J'avais fait un peu le tri au décès de mon papa. Au décès de mon papa en 2019. Là, déjà, j'en avais perdu déjà quelques-uns en route, quoi. C'est fou, quoi. Ouais. Alors moi, là, ça va nourrir encore plus de colère en moi, mais on n'est pas là pour faire ma psychothérapie. Mais tu sais, nous, on fait la note un peu tous les jeudis. Donc, tous les jeudis, c'est gratuit, profite. Hein. Profite, c'est gratos. Ils doivent être remboursés par l'assurance. Mais j'en avais déjà semé quelques-uns en route à ce moment-là, donc j'en ai pas, par chance, j'en ai pas plus perdu. J'en ai même plutôt qui sont revenus. Et ou qui sont où la relation s'est encore amplifiée au niveau de l'amitié. Donc, j'ai pas eu trop de disparitions de potes parce que j'avais le cancer. J'ai plutôt des mecs qui sont des mecs ou des nanas qui ont été des réels piliers dans tout ça. Et puis, ce que j'avais aussi envie de dire par rapport au déménagement et tout ça, c'est vrai que souvent, si on cherche à avoir du terrain, avoir de quoi stocker, des choses comme ça, tu vas souvent te mettre dans des endroits ruraux, éloignés. Et quand tu as une chimio, tu vas toutes les 2 semaines minimum dans ton centre hospitalier préféré. Et puis, si tu as 1 heure ou 1 heure et demie de bagnole en plein hiver, et puis que tu es bloqué sur l'autoroute, et puis qu'il n'y a personne pour t'y amener, ça change aussi réellement la donne. Je mettrai dans mes conseils de fin de vidéo que quand tu cherches à déménager, à trouver un petit attard pour ta démarche, mais quand même... Renseigne-toi sur les lieux de chimiothérapie. Ça peut être chimio ou autre chose, mais d'avoir un centre hospitalier, quoi. Un centre hospitalier qui n'est pas à 200 bornes. Carrément. Moi, je suis à 20 minutes. Sur ce côté-là, je parlais avec quelqu'un là qui avait été aujourd'hui avec quelqu'un qui a été confronté au cancer aussi, qui me parlait qu'il y avait la Ligue contre le cancer que tu peux appeler, qui sont vraiment un soutien dans certains cas pour te payer, par exemple les trajets ou pour t'organiser des abonnements de bus. Si t'as pas les moyens de t'en sortir ou tu sais pas comment faire, faut vraiment pas hésiter à les appeler parce qu'ils étaient vraiment, en tout cas dans le cas de cette personne-là, une aide. Mais peut-être un peu en support psychologique aussi. Ils ont un peu toutes les ailes. Je sais pas si tu es passé par là un petit peu pour aller je suis pas passé par là parce que j'avais été me renseigner un petit peu de ce qu'ils proposaient. Alors j'avais relativement tout ce que j'avais besoin à ce moment-là au niveau transport, au niveau choses comme ça. Mais en effet, les différentes ligues contre le cancer, qu'elles soient normalement en Suisse c'est cantonal. Je sais pas comment ça marche en France. Chez nous c'est cantonal. Puis il faut aussi dire ça. Je le dis toujours avec un petit peu d'humour, mais quand tu arrives le lundi matin pour ta chimiothérapie, il y a plus de queue que dans le supermarché du coin. Donc c'est de loin pas des cas isolés. Des cas isolés. Ouais, je disais ça aussi pour ceux qui écoutent, tu vois, si une fois ils sont confrontés, voilà, ça peut être une idée quand tu sais pas comment faire, de trouver des pistes et puis des solutions. Il faut aller demander de l'aide, faut pas avoir même peur. Même si tu prends pas,
Déjà rien que de savoir ce qu'on peut te proposer. Ouais, moi j'avais été faire justement dans le centre hospitalier où je suis, ils ont une aile qui est une aide de l'aide sociale. Et puis voilà, j'avais été de dire, écoutez, voilà ma situation à l'heure actuelle, ma situation financière, familiale, et puis à quoi j'ai droit, à qu'est-ce que j'ai pas droit, et puis juste des choses au clair, et puis ça fait juste du bien, quoi. Puis eux, justement, te renvoient vers la Ligue contre le cancer si tu as d'autres besoins. Donc, les flyers, des aides à domicile, des trucs comme ça. Quoi. Si tu es tout seul, ils viennent t'aider pour nettoyer le truc ou t'apporter de la bouffe. Des trucs comme ça. Donc, non, on est. Une fois de plus, je connais un petit peu moins le système français, mais en tout cas, en Suisse, on est très bien. Ouais, je pense que ça doit exister aussi. Je sais que, parce que j'ai entendu qui dit pour les aides à domicile, je pense que c'est pareil dans le système français, tes assurances perso peuvent. Je sais que quand tu te pètes la jambe, c'est le cas, donc j'imagine que quand tu as un cancer, ça doit être pareil. Mais tu peux aussi avoir des aides à domicile, et je pense que tu vas peut-être nous en parler un peu d'ailleurs. Mais par exemple, pour ta femme, j'imagine que de savoir, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui vient 1 fois ou 2 fois par semaine faire le ménage, quand elle se retrouve là pendant les 36 heures ou elle entend ça. Non, avec ma femme, c'est pas possible d'avoir quelqu'un d'autre que nous qui fassions le ménage. Mais après, c'est son choix, elle, du coup. C'est son choix, elle. Mais non, mais voilà. Ça a été discuté entre nous deux. Et puis, c'est quelque chose qu'on a assez vite rangé de côté. Idem pour la nourriture. Ok. On est resté assez dans la ligne qu'on avait de base. Que ce soit elle ou moi, ça dépendait de la force physique. À part les proches qui nous déposaient 2-3 petits trucs. Mais voilà, c'est des choix personnels. Tu as le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et c'est déjà une super opportunité. Ouais, et des fois, je pense que ça peut aussi peut-être supprimer des tensions inutiles, tu vois, ou des futures tensions, notamment pour le conjoint qui se retrouve pendant des fois quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines même parfois à devoir gérer tout ce qu'il faut gérer. Ouais, non, je pense que là, en effet, il faut demander de l'aide. Nous, on a une super situation. Alors, on a tout mis en œuvre pour l'avoir aussi, mais on a une super situation avec ma mère à 3 minutes et mes beaux-parents à côté, qui était hyper aidante. Mais une fois de plus, c'est pas de loin pas donné à tout le monde. Déjà, il faut bien t'entendre avec ta famille, c'est déjà pas donné à tout le monde non plus. Enfin voilà, nous, on est dans une situation qui est, moi, je remercie tous les jours de les avoir, quoi, parce que sans ça aurait été bien plus compliqué. Tu sais, je repensais à ce que tu disais au départ par rapport au fait que tu n'aies pas de jardin. Et je disais que ça pouvait parfois quand même être un sacré avantage. Là, j'imagine que dans la situation pendant plusieurs mois, notamment quand tu étais en chimio, j'ai envie de te dire, heureusement que tu n'avais pas des chèvres, des poules, des machins, qu'il aurait fallu aller nourrir tous les jours et qu'aurait été du taf encore en plus. Alors, pour ceux qui sont dans la même démarche, qui vont écouter cette vidéo, je pense qu'un des conseils aussi que je peux me permettre de donner, c'est que si vous avez 36 poules, 2 chèvres et puis 4 moutons, que tout ça, ça repose sur vos épaules ou éventuellement celle de votre conjointe, ayez un plan B puis un plan C qui est extra familial. Un couteau bien affûté. Voilà, non, mais alors autrement, voilà, tu fais de la. Mais c'est un plan B quand même. Ouais, mais il faut que tu aies un voisin, un cousin qui puisse venir te donner un coup de main, parce que si tu es un des piliers du domaine, mais de ta structure, si tout d'un coup il t'arrive la moindre, ça peut être une jambe cassée, mais au moins la jambe cassée, c'est 2 mois où tu es embêté. Et si là, sur 9 mois ou une année de traitement, tu dois batailler avec des bêtes et tout ça, physiquement, je peine à croire, ça dépend une fois de plus des traitements et tout ça, mais je pense qu'il faut avoir au coin de sa tête un plan C, un voisin avec qui tu parce que au-delà du côté physique, il y a aussi une charge mentale en plus, peut-être un stress en plus de dire ah putain, je suis pas en état, tu vois, je leur fais vivre ça en plus. Le plan B le plus comment dire, le plus simple et puis le plus sensé dans des trucs comme ça, c'est mettre en pause ton élevage, quoi. Il faut pas, parce que tu fais venir tes voisins tous les matins, tous les soirs chez toi, tu vois, c'est quand même pendant une année. Mais ça c'est le cas comme toi où tu as que des animaux d'élevage, mais tu sais, tu as des gens qui ont, je sais pas, un cheval, un poney, un machin, tu sais, ils vont pas l'envoyer à la boucherie parce qu'ils sont malades. Ouais, c'est vrai. Comme ton chien, tu vois, tu as deux chiens,
le jour où tu es malade, tu vas pas dire: «Ah bah, j'appelle le veto, on va les euthanasier», quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est quelque chose à réfléchir dans sa préparation. Je pense que, alors ouais, alors si t'as que de l'élevage, ben ouais, bah tu fais une un petit pause. peu de poulet, tu fais un peu de congèle et puis voilà. Mais c'est aussi quelque chose que tu dois À redémarrer par la réfléchir. suite. Faut impliquer les enfants dès le plus jeune âge. Comme ça, après, ils peuvent sortir le chien. Alors, déjà, s'ils vont promener le chien, c'est déjà pas mal. Ouais. Déjà, s'ils s'habillent tout seuls, c'est déjà très très bien. T'as déjà gagné du temps. De toute façon, T'as déjà gagné du temps. tout est bon à gratter. Ouais. Tu nous disais quand même depuis le départ que toi, tu étais d'un naturel assez optimiste et cartésien et que tu as pris les choses dans l'ordre. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui t'ont aidé à traverser ça, pardon? Ouais. Des croyances, des habitudes, des amis imaginaires? Des amis imaginaires, ouais. Alors c'est là où un petit peu on va peut-être perdre une partie de l'auditoire, mais non, je sais pas. Non, alors je suis pas quelqu'un d'hyper croyant. Enfin, j'étais pas quelqu'un d'hyper croyant avant. Mais c'est arrivé déjà plus tôt avant ça. Mais j'étais pas quelqu'un d'hyper croyant. Et puis en fait, la vie, juste avant donc moi, mon papa, avant son décès, a fait 1 année et demie de chimio, grosso modo. Et puis ça a déjà été un assez gros choc pour moi. Et c'est là que je suis tombé sur un truc un peu par hasard, en allant tailler des arbres chez une cliente. Je raconte l'histoire un peu comme ça. Je voyais des gens qui rentraient elle avait un espèce de cabinet dans le sous-sol, mais c'était un peu particulier. Puis, je suis d'une humeur, j'étais pas hyper curieux autour de ça. Et puis, 2 semaines après, je regarde un reportage sur la RTS qui parlait des guérisseurs et des chamans. Et en fait, j'ai trouvé qu'elle était chamane. Je me suis dit, bah, j'étais dans une phase de ma vie avec beaucoup de questions et tout ça. Ça va pas me coûter grand-chose. Puis je suis allé la voir et puis j'ai eu un super. Mais t'avais rien, t'avais pas de maladie ou quand tu dis t'allais pas pour soigner un truc, quoi. J'allais pas pour soigner un truc, c'était purement psychologique avec pas mal de questionnements autour de la maladie de mon père, autour de tout ça. Et puis en fait, je suis allé, j'ai eu un super contact, on a beaucoup discuté en plus du soin et en fait, ça a répondu à. Non, en fait, ça a créé plus d'interrogations que ça. Donc, j'ai pendant quelques mois après pas mal bouquiné là-dessus, sur qu'est-ce qu'était le chamanisme, qu'est-ce qu'était pas le chamanisme. Enfin, voilà. Et puis, voilà, un petit peu pratiqué en privé pendant quelques mois. Puis après, bon, il y a eu l'arrivée de ma fille et puis jeune papa, un bébé et tout ça. J'ai un peu tout laissé de côté ces dernières années. Et puis, en fait, quand j'ai appris pour ma maladie, c'est une des choses qui est revenu à la charge dans ma tête en me disant, ben voilà, je me remettrai à pratiquer, à me réintéresser à ça. Ça a été. Et puis pourquoi le chamanisme? Parce qu'en fait, je suis juste un amoureux de la nature. J'aime être dehors, j'aime les arbres, j'aime tout ça. Et en fait, ça a vibré en toi le chamanisme a vibré directement en moi. Donc voilà, alors, je suis pas. Ça aurait pu être un truc des druides, quoi. Tu serais tombé sur une druide, ça aurait pu aussi coller. Ouais. Voilà, ça aurait pu coller. Mais du chamanisme, là je bouquine justement ces temps sur le chamanisme celtique, c'est hyper intéressant. Mais voilà, c'est une des pensées magiques qui fait partie de mes trucs. Et puis après, tout simplement la nature, quoi. Être dehors, être soit dans le jardin. Alors bon, l'hiver, le jardin, c'est un peu mort, mais voilà. On a quand même des poules en commun, des poules communistes dans notre parcelle. Donc, une semaine, tous les tremblements de terre, c'est à notre famille de s'en occuper. Donc, aussi, aller au pool, ça a été un truc qui était. Voilà, j'ai redécouvert des choses simples qui me faisaient du bien. On a aussi, avec ma maman, un petit cabanon dans une forêt. Donc, juste d'aller au cabanon, fondre 3 bûches, les faire cramer dans le poêle. Des choses bêtes comme chaud. Mais en fait, tu te sens vivre et tout ça. Donc, ça a été vraiment ce côté-là, un petit peu ce côté holistique là, en lien avec la nature qui m'a fait du bien. Puis, quand tu parlais il fallait te recentrer puis sur toi-même et puis t'écouter, je pense que ce côté un petit peu introspection du chamanisme que tu aurais pu aussi trouver dans la méditation, par exemple, ou d'autres pratiques comme ça, qui te font te ressentir le moment présent, hein, tu aurais pu aussi trouver là-dedans. Je pense que c'est ça qui t'a aussi parlé dans ce moment-là. Et puis tout est très proche. Hein.
tout est très proche, hein, que ce soit la méditation que j'avais fait un petit peu aussi quand j'étais un peu plus jeune. C'est pas très loin. Le On pouvoir du parle pas moment normalement présent. de religion, mais la prière, tu vois, pour ceux qui sont croyants et qui vont exactement. prier, c'est Exactement, les c'est mêmes la même bases, chose. en Hein. fait. Ouais, c'est la même base. Et puis, voilà. Donc voilà, j'étais plutôt critique autour de ça avant tout ça. Maintenant, je suis plutôt quelqu'un d'assez ouvert au monde des énergies et des croyances de chacun, quoi. Chacun choisit ce qu'il prie ou ce qu'il croit. Mais ça m'a un petit peu calmé Aider mes à ralentir, quoi. Ralentir et t'écouter, quoi. Ralentir et t'écouter, franchement, d'après moi, c'est la meilleure chose à faire, quel que soit le passage de ta vie un peu compliqué que tu aies à faire. Tu penses, si tu avais un seul conseil un conseil essentiel à donner, ça serait ralentir et s'écouter, ou tu Pas penses obligé d'en donner qu'un seul, hein. Ouais, alors, mais non, je pense que je suis pas sûr que ça dépend. Ça dépend tout des circonstances. Je pense que si tu as un bon physique, que tu aimes faire des choses, je pense que non. Je pense qu'il faut nourrir ton corps et ton esprit au maximum, enfin pas au maximum de ses capacités. C'est juste de trouver le curseur. C'est à quel moment ça devient c'est du plaisir, puis à quel moment tu bascules dans un truc où ça te fait une charge, puis que c'est un poids sur tes et épaules qui est plus néfaste. peut-être s'imposer, enfin, tu vois, bon, dans la culture chrétienne, le dimanche, tu bosses pas, tu vois? C'est peut-être pas pour rien non plus, et je pense que dans d'autres cultures, il y a dans d'autres religions d'ailleurs, il y a quand même toujours quand même des jours imposés au repos. Je pense que pour les gens qui sont très actifs, il faut sûrement s'imposer un temps de repos. Et pour les gens qui sont pas actifs du tout, faut à l'inverse s'imposer Se bouger un peu, des temps d'action. Et puis voilà, je pense que tu as très justement dit, je veux dire, on est dans une... Après, on peut parler de ça pendant 10 heures, ça ouvrirait d'autres portes, d'autres tiroirs. Maintenant, on est dans une société qui veut tout à part que qu'on s'écoute et puis qu'on se prenne du temps pour soi. On doit toujours être productif, on doit toujours être meilleur que l'autre, on doit toujours... Donc c'est aussi un problème de société, hein. Enfin, je veux dire, le cancer, pas c'est pas une s'améliorer avec maladie. les réseaux sociaux. Non, c'est de pire en pire. Mais Dieu sait. Enfin, je veux dire, on est toujours poussé en avant à faire 1000 trucs. On est tous, hein, je veux dire, on est tous ultra connectés, ultra stimulés tout le temps. Et en fait, il faudrait faire l'inverse. Enfin, je veux dire, tu parlais des jours fériés, en tout cas des dimanches pour les chrétiens, mais à une époque où ils étaient asservis à des royaumes et des choses comme ça, ils avaient des jours fériés en plus pouvoir. Donc, beaucoup plus, oui, beaucoup plus que nous. Donc Ouais. moi ça fait, enfin, c'est une idéologie qui a quelques années déjà dans ma tête, mais déjà, moi me casser le dos au boulot 48 semaines par année pour 4 semaines de vacances, j'ai jamais trouvé ça très, je sais pas, j'ose dire intelligent, mais c'est pas comme ça que j'imagine ma vie. Sur le papier, le deal est pas très excitant. Le deal entre puis je parle de salariat, enfin, une fois de plus, c'est pas aller t'occuper tes poules ou tes moutons, tout ça, c'est encore différent. Oui, c'est aller faire un boulot qui est souvent un peu con, et pour en plus après pouvoir redonner la moitié de ce que tu as gagné surtout à chez une vous, hein. instance supérieure. Surtout chez nous, Mais voilà, non, écoute, au niveau des croyances, c'est ça. Et puis après, alors, si je devais donner un conseil, c'est le lien. En vrai, c'est vraiment le lien. C'est vraiment le truc sur lequel je veux mettre l'accent ce soir. C'est vraiment pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Hein. Pour repartir un peu dans ce que disait notre tonton d'Amérique vol Ouest, que tu vois, tu essayes de cultiver un truc qui te rend heureux tout de suite. Bah, c'est vrai que le lien, même si t'es pas malade, ça sert toujours, quoi. Ouais, le lien, ça sert toujours. Alors, tonton, il est un peu chaud contre les autres, mais je le comprends, hein, je veux dire. Mais voilà, c'est peut-être aussi l'exemple de dire, le déménagement, les changements de lieu. Si j'habitais au centre d'une grande ville, je ne me poserais même pas la question. Donc, je ne viens absolument pas mettre en doute ces choix. Donc, j'habite ni à Los Angeles, ni à New York, ni à Paris, ni même à Genève ou à Zurich. Donc, je suis déjà dans Après, tu sais, on parlait tout à l'heure, tu parlais de la société moderne, etc. Mais là où je pense que
qu'elle a fait le plus de peut-être de dégâts, c'est sur le déracinement. Tu vois, tu parlais tout à l'heure, que tu avais toujours été enraciné là où tu vas, là où tu vis. Je pense que c'est là où le travail de sape a été le plus important. C'est de déraciner tout le monde. Et parce qu'en fait, quand tu crées des déracinés, vu que tu es sur du vide, tu peux te rapprocher que probablement, en tout cas en grande partie, à de la consommation ou à tenter de remplir ce vide de la mauvaise manière. Alors là, on change de live et de discussion, mais là, on part sur de la philo, mais bien sûr, quand tu crées des gens déracinés, tu crées pas tu crées des consommateurs et des travailleurs. Ou des fous. Ou des fous, certainement les trois en même temps, mais c'est ça. et puis désolé, c'est un petit peu voilà, mais c'est aussi beaucoup plus facile à manipuler. Des gens déracinés, loin de leur famille, loin de leurs racines, loin de leur culture, c'est trop facile à manipuler. Par contre, des gens qui ont des caractères, qui ont des racines, qui ont des communautés solides, des liens, des communautés solides, sur qui peuvent demander des avis, tu vois, qui leur donnent aussi leurs avis, des avis communs, qu'on discute ensemble. Plus dur à manipuler. C'est plus dur, hein. Et des systèmes de valeurs, de valeurs communes. Enfin voilà, de toute façon, on revient à ce qui fait une communauté, ce qui fait un terroir, et ce qui fait que ça fait des individus à peu près solides et sains. Après, je pense que pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir vécu près de leurs racines, je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut offrir à nos enfants, c'est ça, quoi. Pour ceux qui n'ont pas pu le vivre de leur vie. Je pense que dans l'idée de fonder une famille, c'est en effet de replanter cette nouvelle graine familiale à un endroit où elle peut s'épanouir le mieux possible. Et où on sait que nos enfants vont pouvoir évoluer. Dans un environnement qui leur convient, quelle que soit la taille. Alors, moi, voilà, je l'avais peut-être compris, je suis pas un grand fan des grandes cités, mais je pense que la ville, c'est certainement le pire écosystème qu'on puisse imaginer pour tout le monde. C'est un avis personnel. Mais je pense qu'en effet, une fois de plus, quand tu es sorti de ça, le reste, que ça soit au fin fond du Vercors ou au fin fond du Valais ou au contraire à 2 pas d'une ville de taille moyenne ou même dans une ville moyenne, parce que maintenant, des bourgs à 500 habitants, il n'y en a plus tellement, quoi. Non. En tout cas, chez nous, c'est assez rare. Mais je pense de rester dans quelque chose où tu peux connaître tes voisins, connaître les gens. Ça veut pas dire être pote forcément avec tout le monde, hein, mais d'avoir un lien humain avec les gens qui sont autour de toi. Je pense que c'est véritablement, en temps normal, c'est hyper important. Et dans mon cas, ça a été en tout cas, ce qui me permet, ça a été salutaire, et c'est ce qui me permet certainement de communiquer aussi bien avec vous un soir de semaine. Et puis, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir ou préparer avant ta maladie? Ouais, alors, un petit retour. Alors, déjà, en fait, j'ai eu beaucoup de chance, comme on l'a dit juste avant. Donc, c'est-à-dire que tout aurait pu être très différent avec des décisions que j'avais prises avant. Donc, une fois de plus, je le répète, mais le but de ce soir, c'est vraiment de dire, quand vous réfléchissez à un plan dans votre démarche, que ce soit un déménagement, un achat, tout ça, dites-vous qu'en fait, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 2 ans, vous pouvez avoir une casse de santé comme ce que je suis en train de traverser. Ça veut dire que vous allez mourir, mais peut-être juste dans la réflexion que vous avez de l'achat ou de l'endroit, dire qu'il va falloir peut-être traverser des moments avec un physique plus compliqué, que ça arrive. Alors, en effet, les moyennes sont encore à dire que c'est plutôt des gens à plus de 65 ans, et des choses comme ça. Mais en tout cas, on voit une grosse augmentation quand même sur les cancers de moins de 40 ans. Ouais, une énorme augmentation. On peut parler des causes, même le milieu médical donne des causes qui sont assez franches. Donc moi, mon chirurgien était assez franc, il m'a dit, en fait, c'est des choses qu'on voyait aux États-Unis qu'au Canada avant. Maintenant que ça arrive en Europe, et c'est, en tout cas pour un cancer du côlon, tous les cancers liés au système digestif,
Il faut pas se leurrer, hein. C'est la bouffe, hein. Ouais. Alors, moi, je suis peut-être l'exception. Enfin, je suis pas l'exception. J'étais pas un moine non plus, mais ça fait depuis qu'on a des enfants qu'on mange bio, local, de saison, éventuellement produit de notre jardin. Mais j'en ai déjà parlé avant. C'est pas avec ça qu'en fait on est la baraque. Ouais. Je suis de loin pas végétarien, mais on est des mangeurs de bonne viande. C'est un ami agriculteur qui tue des bêtes par année. Enfin, je vais caresser les bêtes dans le champ avant de les manger. On fait du pain depuis le Covid, on fait du pain maison. Depuis une année, ma femme fait que du pain au levain. Enfin, vraiment, je veux dire, au niveau alimentaire, tout ce qu'ils disent de pas faire, ça fait un petit moment. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai bouffé un McDo, quoi. Mais ça arrive quand même. Donc, est-ce que c'est plus dans une moyenne d'âge plus jeune ou voilà, ou est-ce que j'avais alors il semblerait quand même que j'ai eu un terrain génétique. Si ça, on en a pas parlé. Ouais. Ceux qui entendent cette vidéo, tu vois, moi j'ai perdu mon papa d'un cancer, mon grand-papa d'un cancer. Si c'est votre cas, puis que vous avez des symptômes un peu à la con, direct. Le plus vite possible. Moi, mais j'en ai entendu pas mal, hein, de gens qui me disaient ah, moi, je vais pas me faire contrôler parce que j'ai peur du résultat. Ouais. Mauvaise stratégie. Au niveau stratégique, c'est pas très bon. Non, mais en fait, c'est surtout pas très bon parce que plus tard tu le prends, plus les traitements vont être. Bah ouais. Oui. Donc, mais j'en ai quand même secoué un ou deux. Puis ma maman en a secoué un aussi. Ça m'est revenu aux oreilles. Ça m'a bien fait. Mais ouais, si c'est votre réflexion à vous, je ne peux pas vous casser et je me permettrai pas de vous donner des conseils. Mais si vous avez des enfants, c'est inhumain de faire ça. Si vous avez peur d'aller vous faire un contrôle chez le médecin, alors ouais, une coloscopie, c'est pas le truc le plus agréable du monde. Ouais, c'est quand même vachement mieux que de mourir. Hein. C'est vachement mieux que de mourir ou de se faire 18 cycles de chimio, quoi. Ouais. Donc c'est pas hyper agréable sur le moment. Ça remet un peu notre virilité en question, mais voilà, il faut y aller, quoi. Enfin, je veux dire, vous demandez la dose de somnifère max. Ouais, tu t'endors, tu te réveilles, et puis voilà, après, sans faire de blagues, tu marches un peu comme un canard, et puis voilà, non, mais voilà. Si vous avez des antécédents familiaux qui sont un peu problématiques, idem pour les femmes avec les cancers du sein, enfin, il y a quand même un terrain. Il y a un terrain génétique qui fait que ça veut peut-être pas dire que tu n'en as pas, que ça ne soit pas à toi le premier, quoi. Mais, oui. Et à préciser, comme tu le disais, que quand même maintenant, même si c'est un mot qui fait encore très peur, il y a quand même plein de gens qui sortent du cancer soignés. Ouais. Et plus tu le prends tôt, plus ça soigne bien. Voilà. Ça, alors, puis même si tu le prends tard, tu vois, des fois, suivant le caractère que tu as, même si la nouvelle, elle est terrible, tu vois, c'est peut-être aussi bien de pouvoir avoir un peu de temps où tu es encore en forme pour pouvoir faire des choses que tu as envie de finir, tu vois. C'est pas comme si tu meurs d'un accident et puis tu peux rien finir, rien préparer. Même pour des gens qui sont pas dans ton cas et qui ont des diagnostics bien plus terribles, je pense que le savoir quand même, après avoir passé peut-être la courbe du deuil ou je sais pas comment on dit, tu vois, toutes ces étapes, ça peut quand même te permettre de finir des choses, de concrétiser des choses que tu as envie de finir avant de partir. Je pense que alors là, c'est encore une autre discussion et puis il faudra en discuter avec des. Alors déjà, des guérisons inexpliquées, il y en a quand même quelques-unes. Il y a un très bon reportage sur la RTS, si jamais je transmettrai le lien qui parle des guérisons. On va le mettre sous le. Ouais, si jamais je vous transmets. C'est hyper intéressant aussi, des gens qui ont traversé des guérisons assez folles et tout ça. Des gens qui vivent toute leur vie avec de l'immunothérapie, avec des chimios, et puis voilà, ça se fait aussi. Malheureusement, il y a des gens qui meurent. Désolé, la mort fait partie de la vie, donc il faudra aussi. Ça aussi, c'est un problème de société. Enfin, je veux dire, la mort est terrifiante pour tout le monde, mais. On est tous égaux là-dessus. On sait juste pas quand ni comment, mais on sait qu'on va y passer. Mais aussi hein, c'est un truc à avoir en discussion au couple. Avec les enfants, c'est un peu plus compliqué. Il faut peut-être choisir les âges, mais. Decéen a fait un podcast sur la poule, la mort, avec les enfants là. Ouais, l'introduction à la mort pour les enfants. Disons que les animaux, c'est un bon moyen. Moi, exactement. C'est un bon moyen d'en discuter. Déjà leur expliquer, non, mais des trucs bêtes. Mais des fois, quand je vois
des enfants du même âge que ma grande fille, des fois, t'as l'impression qu'ils tombent des nues quand ils apprennent que le poulet qu'ils mangent, il a couru. Enfin non, il a pas toujours couru parce qu'il était peut-être réalisé en batterie, mais il a été vivant en tout cas. Il a été vivant à un moment donné et dans des conditions plus ou moins pas mal. C'est là, t'as envie de... ma fille qui dit, tu vois, que tu vas voir la vache, puis tu lui dis la semaine d'après, bah, elle est dans le congélateur, ça met un petit peu les réalités où elles sont, quoi. Mais chacun sa vision des choses. Comme on parlait de mort, alors du coup, toi, t'es pas tout à fait dans la situation parce que, comme tu disais au départ, t'as jamais pensé en fait trop à cette possibilité de mort. Mais est-ce que avant ce cancer, t'avais toi préparé quelque chose pour ta mort potentielle, ou est-ce que après tu l'as fait, ou est-ce que tu l'as pas fait? Alors, je suis pas un très bon élève. J'ai une toute petite assurance vie. Ouais. Ok. J'ai tout ça. Après, la grande chance, c'est qu'on est marié avec mon épouse. Donc, au niveau administratif, ça sera relativement facile si je pars, que ce soit du cancer ou d'un accident ou de quoi que ce soit. Ouais, parce qu'il y a aussi les accidents. Hein. Il y a aussi des accidents. Hein. Oui, on peut soigner du cancer et tomber de l'échelle le lendemain. Hein. Ouais, alors ça serait con, mais surtout si t'as pas le droit de monter sur l'échelle parce que t'as un arrêt de travail. Mais enfin bon, autre discussion, mais je suis pas un très très bon élève de ce côté-là. Okay. Peut-être aussi, vu qu'on est en psychothérapie de groupe, aussi peut-être par délit de me dire c'est pas une option. C'est pas une option. Donc j'ai pas écrit de testament en fait, donc vraiment j'ai pas grand chose. Non, après ça peut être, on en a parlé déjà ici, mais ça peut être, tu vois, préparer, qu'est-ce que tu veux pour tes obsèques. En fait, c'est plus pour libérer ton entourage de cette tâche-là qui est rarement quand même très agréable. Surtout quand tu le fais pour quelqu'un qui avait rien demandé, quoi. Parce que tu dis, ouais, est-ce que vraiment. Alors moi, je l'ai vécu pour mon papa, donc je sais que c'est pas tant agréable. Après, j'en avais beaucoup discuté avec mon épouse à l'époque du décès de mon papa. Après, c'est des choses. Je suis pas croyant, donc pas d'église, des choses comme ça. Ouais, j'en ai discuté. Je pense qu'il faut en discuter. Je pense avant de souscrire, parce que chez nous, ça se fait. Tu peux payer les tant de francs par mois. Ah oui, non, je parlais pas forcément de ça. Ouais, une agence de pompes funèbres, et puis comme ça, tes obsèques à l'âge de ta mort est couvert. Enfin, moi, je serais convaincu que tu as plus de chances que l'entreprise aille faire faillite d'ici là, avec ton pognon. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que le premier truc à faire, c'est en discuter avec tes proches. Ouais. Parce que moi, je l'ai vécu avec mon papa, c'est pas quand tu es en train de mourir d'un cancer que tu discutes de tes obsèques. En tout cas, nous, c'est pas ce qu'on a fait. Tu as plus de peine à le faire quand les gens sont malades. Sont malades. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire instinctivement, ouais, bah de toute façon, quand tu sais que tu vas y passer dans quelques mois, tu vas préparer ça. Mais en fait, je pense que c'est tout l'inverse. Non, mais je pense pas, parce que forcément, même si tout le monde est conscient de ce qui va se passer, personne n'a envie de se l'avouer, parce que tout le monde a envie d'être sur un autre registre, tu vois. Je pense que c'est propre à chaque personne, mais en tout cas, moi, dans ce que j'ai vécu avec mon père, lui était pas dans une démarche de préparation à nous dire, je veux ça, si j'y passe. Encore moins le jour où ça arrivait ces derniers instants avec nous. Ouais. Donc, oui, t'as pas envie de faire de l'administratif à ce moment-là. Ouais, exactement, ouais. Donc on discutait quand tout va bien avec, éviter les repas de Noël un peu arrosés, voilà, mais on peut tuer l'ambiance, mais discuter avec votre épouse, avec votre conjoint, au cas où, puis même, même si vous avez. Et si vous n'avez pas envie d'en discuter, vous écrivez ça sur une feuille, vous déposez ça chez votre notaire, et voilà. Ouais, exactement. Je pense que ça, c'est un conseil qu'on peut donner, mais le reste, je ne vous ferai pas signer une assurance vie, je ne toucherai pas de royalties sur vous faire signer l'assurance vie. Je suis plus dans l'équipe qui a chanté au fond du jardin que l'assurance. Ok. Non, mais carrément. Après, ce qu'il faut juste, c'est pas essayer un maximum de pas laisser sa famille dans le besoin. Ouais. Ça, c'est hyper financier important. Et psychologique, j'entends. Ouais.
psychologique, psychologique, il y en aura forcément, mais... Alors, il y en aura, mais déjà, si tu discutes avec des sujets un petit peu sensibles avec eux, je pense que tu fais déjà la moitié du boulot, ouais. Je dois faire une petite pause technique pour vous expliquer qu'en fait, le live va se couper au bout de 2 heures et on est à 1h44. Donc, ben, on va y arriver. Moi, juste avant qu'on conclue, je voulais savoir où t'en es là maintenant dans ton traitement, dans ta santé physique et mentale. Alors, en commençant par mental, mentalement, ça va relativement bien. Même si les nouvelles sont pas excellentes au niveau de mon traitement. Donc, j'ai fait 3 mois de chimiothérapie que j'ai fini le 30 décembre dernier. J'ai fait des analyses à la suite de ça, donc des scanners, des IRM, maintenant on peut voir. Et j'allais attaquer la radiothérapie. Ça aurait dû être normalement cette semaine. Ça a été repoussé parce qu'en fait, donc la radiothérapie, pour faire court, c'est des rayons qui viennent taper sur la tumeur. Mais il semblerait que ma tumeur soit encore un poilet trop grosse, enfin un tout petit peu trop grosse pour attaquer la radiothérapie directement. Donc, il me renvoie faire un examen la semaine prochaine pour confirmer ou pas cette donnée. Donc, pour le moment, je suis en stand-by. Okay. J'ai pas reçu de produits chimiques dans mon corps depuis la fin de l'année, donc je me sens un nouvel homme. Ok, ouais, plein de formes et tout ça. Alors, je dois juste préciser, je bois de la bière sans alcool parce que 3 mois de chimio, ça m'a passablement endommagé le foie, je commence à bafouiller. Donc, c'est abstinence jusqu'à nouvel ordre de mon côté. Ce qui est pas donné. Disons que j'étais plutôt dans la team apéro à l'époque, donc voilà, je dois ronger mon frein, mais ce n'est que pour la bonne cause. Ouais. Okay. De boire une bière une fois. Avec vous ou pas. Donc là, t'attends en gros des nouvelles pour savoir. J'attends des nouvelles, ouais. J'aurai des nouvelles là début février, grosso modo, mais tout se présente relativement bien sur tout ça, malgré que c'est un petit contretemps, mais c'est pas catastrophique. Ok. Et il n'y avait pas de. Ils t'ont pas proposé la chirurgie? Oui, ça vient après. Après, ok. Ça vient après dans mon planning, donc c'était 3 mois de chimio, 5 semaines de radiothérapie, de la pause, puis après on partait sur de la chirurgie, ouais, pour enlever le truc. Mais grosso modo, pour une chirurgie relativement sûre, pour que la tumeur soit la plus diminuée possible. Il semblerait, en tout cas dans mon cas. Ah ouais, ok. Donc après, tu as tout ce qui va suivre. Enfin, je veux dire, une fois que tu as la chirurgie, après, ça continue quand même, quoi. Après, ça continue. En tout cas, je veux dire, suivi, enfin récupération, puis après un suivi pendant quelques années. Alors, je n'ai pas encore le protocole post-opération et post-fin de traitement. Là, j'ai une vision que jusqu'à grosso modo septembre-octobre l'année prochaine, ça dépendra. D'accord. Enfin, non, de cette année. Ça m'a grillé un peu le cerveau. Mais à plus long terme, oui, je pense qu'après le protocole de contrôle, il est important, ouais. Parce qu'il est hyper rassurant, ouais. Ouais, carrément. Parce que si on dit même si vous êtes guéri, j'ai dit non, c'est pas grave. Puis que tu te retrouves sans nouvelles pendant des mois, je pense que là, par contre, tu peux assez vite stressé. Ouais, ça doit être. Je pense que quand tu es passé par là, il doit y avoir quand même toujours une petite angoisse en fond de. Alors, vraiment, je pense que tu vis si tu guéris ou si tu es en rémission d'un cancer, je pense que tu vis quand même toute ta vie avec cette. Dès que tu as une petite douleur, de te dire oh. Ouais. Après, voilà, il y a quand même beaucoup de chances que. Enfin, beaucoup de malchance, mais je veux dire, c'est quand même une des causes de maladie pour tout le monde, tu vois. Donc, tu vis avec ça, mais on vit tous un peu avec ça, que ça soit cardiovasculaire, que ça soit un cancer. Enfin, c'est quand même un truc qui arrive. Et d'ailleurs, il s'explique pas trop. Il y a quand même des gens aussi qui vivent en fait avec un cancer, quand ils se rendent compte d'ailleurs après que la personne avait un cancer pendant tant d'années, de nombreuses années. Et juste le truc restait, pas pris d'ampleur. Moi, ils m'ont dit que c'était une assez vieille tumeur.
Ouais. Donc, ça fait peut-être 3-4 ans que j'ai ça en moi. Puis elle s'est réveillée à un moment donné pour une cause externe. Laquelle? Ça, c'est une bonne question aussi, que je travaille là-dessus. Tu fais des liens un peu entre la maladie et la psyché ou? En 10 minutes, ça va être court, mais oui, j'essaye. OK. J'essaye. Pour faire très court, OK. j'essaye de. Je pense, on parle un petit peu chamanisme, des choses comme ça avant. Je pense que j'ai beaucoup accumulé, je l'ai dit 2-3 fois dans le live, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Et c'est peut-être aussi un trait de gens qui sont dans cette démarche. On est tous arrivés dans cette démarche quand même parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un truc qui marchait pas dans cette société. Ça peut être anxiogène, hein. Je pense qu'il y a quand même passablement de gens, alors que des fois on se cache peut-être un petit peu dans notre discussion. Par l'action ou par l'action, par le côté très viril du truc et tout ça. Mais je pense que ça peut être quand même stressant de se poser ce genre de questions. Et puis moi, je m'en suis posé énormément de questions. Après, ma fille arrive en novembre 2019, 3 mois après, il y avait un petit truc qui arrivait. Un petit truc qui arrivait, qui était on ne sait pas trop en parler, mais qui a arrêté le monde. Oui, le monde. Puis tu te remets de cette perte de normalité, tu as une petite guerre qui se déclare avec, on parle de blackout, des choses comme ça. Donc, on dit souvent heureux les simples d'esprit. Je suis pas en train de traiter les gens qui sont pas de la démarche simples d'esprit, mais peut-être que les gens qui se posent bien moins de questions que nous sont moins propices à se déclarer des maladies comme moi. Donc c'est aussi à faire attention dans notre démarche de dire stop, ou je vais parler en professionnel, ou voilà, il y a peut-être aussi ça à se dire. Mais je pense qu'en effet, mon psyché a influencé ma maladie. Et puis, couplé à ça, avec pas mal de colère entre les gens qui comprenaient pas, entre les gens qui faisaient rien, Bah oui, on dit souvent que la colère est quand même pas très bonne pour la santé. En général, c'est pas très bon. En général, c'est pas très bon. Donc, ça pourrait, du côté mental, disons que comme je disais avant, nutritivement parlant, je faisais pas grand-chose de faux. Je fume pas. Du coup, tu dû aller chercher ailleurs. J'ai dû aller chercher ailleurs. Ouais, j'étais plutôt sportif avant ça, donc grosso modo, il y a quand même plus de chances pour moi que ça soit lié à mon psyché que lié à ma consommation de bière. Et de burger. Non, ouais, un petit peu, non, mais après, si le burger avec de la bonne viande et puis ça peut être excellent. Une tomate du jardin et tout ça, ça peut être excellent. Même chose pour la bière. Non, voilà. Disons qu'on m'aurait diagnostiqué un problème au foie, j'aurais été un poil et moins surpris, mais non. Donc voilà. Bah écoute, en tout cas, Julien, merci beaucoup. C'était passionnant pour moi. C'était un grand plaisir. On a passé un bon moment. Félicitations parce que je te trouve très à l'aise. Je sais pas si tu as déjà fait ce genre d'exercice, mais c'est rare quand même que. Alors, je dois vous avouer que c'était mon premier live. Enfin, c'est pas un live, mais c'était ma première vidéo enregistrée sur n'importe quel sujet qui se trouve. Sur celui-là, c'était presque le plus facile parce que c'est tellement personnel que j'ai pas mal de choses à dire. Mais voilà, écoutez, moi, le seul truc que je peux rajouter encore avant de conclure cette vidéo, c'est que s'il y a des gens qui sont dans une situation de la communauté, qui ont des questions, je suis sur le Telegram de la taverne avec vous. À côté de mon nom, de la vidéo, un homme prévoyant, c'est mon profil Insta. Je suis pas un gros poster, mais si quelqu'un a envie de m'envoyer un message parce qu'il traverse quelque chose comme ça, alors je suis pas psy, je suis pas oncologue et tout ça, mais des fois juste discuter avec quelqu'un qui est déjà passé par là, qui passe par là ou qui est déjà passé par là, ça peut aider. Donc, faut pas hésiter. Et puis si tout d'un coup ils n'arrivaient pas à me trouver, je vous fais confiance que vous pouvez les renvoyer vers moi de tête. En contact. Carrément. Vous avez tout. Je tenais à vous remercier aussi une fois en direct parce que vous faites un sacré travail. Je vous suis pas depuis très très longtemps parce que j'avais arrêté un peu les réseaux, mais en tout cas vos contenus sont d'une qualité
hyper bonne. J'ai du temps un petit peu à scroller ces derniers temps. J'avais accompagné quelques moments difficiles. C'est bien agréable. Et voilà. Donc aussi un grand merci à vous pour votre boulot, votre écoute ce soir, vos questions qui étaient hyper intéressantes. Si vous en avez d'autres qui viennent, c'est avec plaisir. Alors peut-être pas 2 heures de discussion parce que non, mais on se refera sûrement un live avec toi, déjà pour prendre de tes nouvelles et pour approfondir peut-être d'autres sujets plus philosophiques. Forêt-jardin aussi. Forêt-jardin, association, voilà, il y a 2-3 trucs où je touche encore le puck, je vais bouquiner. Et puis, ça veut dire que tu maîtrises toucher le puck en Suisse. Ouais, pardon, désolé. Merci Nelson. Très belle soirée à vous. Merci. Ouais, en tout cas, nuit, oubliez pas que pour tous ceux qui n'ont pas une communauté forcément très solide autour d'eux, la communauté des papas sauvages est aussi là pour ça, et même pour ceux qui en ont une autour d'elle. C'est une deuxième communauté, enfin ce qu'on a voulu en tout cas pour être une communauté de soutien et d'avancement. Donc elle sert à ça. Ça sert pas que à s'envoyer des liens de la dernière lampe tactique ou du dernier couteau à la mode. C'est fun. Voilà, quand il y a des moments moins agréables que d'autres, il faut qu'on soit là pour avancer. Donc n'hésitez pas à contacter Julien si vous avez besoin. Merci encore à toi Julien, c'était vraiment avec génial. Grand plaisir, c'était cool. On te souhaite plein de bonnes choses et je pense que personne ne doute que tu sois dans la bonne direction là. De toute façon, voilà, vous en serez. Je réfléchis encore à comment communiquer autour de ça. Je dis un dernier mot, c'est que le mois de mars, vous savez qu'il y a des mois qui sont affiliés à certains concerts. Octobre rose pour le concert du sein, November pour la prostate. Le mois de mars, c'est le mois du cancer colorectal. Je réfléchis encore comment je vais pouvoir partager tout ça sur les réseaux, mais je pense que je vais essayer de faire deux, trois posts sur Instagram pour écoute, on sera là pour relayer. Ouais. Et pareil, si tu as envie pour l'instant, on a fait un live privé. Si donc pour la communauté Patreon, si demain tu as envie que ce live passe en public, ça sera avec plaisir, mais ça sera peut-être le moment à ce moment-là. Tranquille, moi j'ai pas l'impression d'avoir dit trop de bêtises, donc je pense pas. Non, tant que ta femme écoute pas, c'est bon. Hein. Ouais, non, elle est pas sur Patreon en tout cas, pas avec vous, donc. Non, mais en plus t'as été quand même très. J'ai été cool. Je peux être plus piquant que ça, mais non, ça a été cool. Donc pour moi, pas de souci quoi. Que ce soit pour Patreon, que ce soit sur votre page YouTube, aucun souci. Bon, super. Okay, Julien. Merci Julien. Merci à vous. À la prochaine. Belle soirée. À Salut bientôt. tout le monde. Ciao. Ciao.